Le jeu d'édition, donc le jeu de société tel qu'on peut le voir partout dans le festival, en fait, c'est déjà considéré comme la plupart des professionnels et des passionnés comme un bien culturel. On est nombreux et nombreuses à défendre le fait que le jeu de société est un objet culturel. D'accord ? À le revendiquer auprès des ministères, il y a des initiatives dans ce sens, etc. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est autre chose. Ce qu'on entend par œuvre d'art, c'est partir du principe que le jeu de société est un objet qui impacte la culture. Okay, donc qui impacte l'individu et la société. Et qu'à ce titre, en fait, on peut le regarder, l'analyser, l'interpréter comme on le fait des autres œuvres d'art ou des autres domaines artistiques que sont la littérature, le cinéma, par exemple, ou entre autres. D'accord ? En fait, le principe, c'est que le jeu de société est un média qui, la plupart du temps, quand on y joue, quand on le pratique, quand la fiction du jeu se déploie, quand on commence à jouer au jeu, la réception qu'on en fait, c'est une réception qui est syntaxique, c'est-à-dire qu'on va comprendre le système de jeu pour pouvoir performer à l'intérieur. D'accord ? Les initiatives dont on va parler aujourd'hui, elles ont un angle d'attaque qui est différent, qui essaye d'avoir un rapport à l'œuvre qui est celui d'une analyse sémantique. Dans le sens où, finalement, qu'est-ce que dit ou qu'est-ce que peut-être essaye de dire ce jeu, peut-être son auteur, ou même sans son auteur, en fait... veuillez éteindre vos téléphones, s'il vous plaît. Merci d'aider. Donc voilà, donc en fait, c'est des objets culturels, certes, mais si maintenant on prend conscience de leur impact, on peut avoir un regard analytique, et surtout, on peut faire des actes interprétatifs, on peut faire de l'interprétation sur ces œuvres. Voilà. On interprète des tableaux, des œuvres d'art graphique, il y a des sites, des cahiers, des livres qui parlent d'interprétation du cinéma, par exemple. Où sont ces approches dans le jeu de société? Historiquement, il n'y en a pas, en fait, ou pas ou très peu. C'est-à-dire que, comme je le disais, quand on observe un jeu, les critiques du jeu de société, l'écosystème journalistique, etc., observent le média pour son matériel, son rapport qualité-prix, l'efficacité du divertissement que le jeu propose, etc. Mais il n'y a généralement pas cette approche où, finalement, quelle place cet objet-jeu et la pratique de cet objet-jeu vient prendre dans la culture, et comment est-ce qu'on peut l'analyser, comment est-ce qu'on peut l'interpréter. Voilà. Et il se trouve que depuis quelques années, on constate en fait l'émergence de plusieurs initiatives, des prises de position assumées en fait, de la part de professionnels, que ce soit des critiques, des chroniqueurs, des chroniqueuses, ou des auteurs et autrices de jeux, etc., qui, eux, ont décidé d'aller dans ce sens. De se dire, mais attendez, mais pourquoi est-ce qu'en fait le jeu de société, on ne le regarderait pas de la même manière qu'on peut regarder le cinéma, la littérature, etc. Il a des choses à nous dire, cet objet, en fait. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, avec Paul Guérin, parce qu'on ne s'est pas présenté avant de commencer, on va le faire après, on a fait les choses dans le désordre, je m'en excuse. Ce qu'on va essayer de faire avec Paul Guérin, c'est essayer de vous présenter le panel un petit peu de toutes ces démarches, ces personnes, ces initiatives, qui composent l'émergence de ce mouvement, qui en fait vient pas d'un point unique, mais comme je le disais, de foyers très différents, parfois de pays différents, et qui tous, à peu près au même moment, dans les 3-4 dernières années, un peu plus lointain pour certains, vous le verrez, se sont posés les mêmes questions et ont assumé les mêmes prises de position, sans se concerter entre elles. Voilà. Oui, c'est un panorama des initiatives individuelles qui sont quand même convergentes, c'est ce qu'on observe. Et ce qui est intéressant de noter, c'est on fait aussi des références à d'autres médias, d'autres supports, littérature, cinéma, mais aussi le jeu vidéo. Et finalement, le cinéma, c'est très récent comme type d'expression. Et pourtant, la critique cinéma et l'analyse sont beaucoup plus développées. Et ça s'est fait aussi, c'était pas immédiat, c'est pas né avec le cinéma, c'est quelque chose qui est... En plus, en France, on a une grosse culture de la critique cinéma, notamment avec tout le mouvement des années 60 des cahiers du cinéma. Dans le jeu vidéo, on a quand même aussi, qui est quand même un média relativement récent, en tout cas mainstream assez récent, on a déjà aussi eu ces tendances. Dans la littérature, on n'en parle pas, et finalement, le jeu de société, quand on reprend un peu l'histoire, c'est un support, un média qui est très ancien, et on est très très en retard, en fait, et on sent même une certaine forme de résistance, en fait, à cette idée-là. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde doit le faire, c'est vraiment important d'insister, mais c'est-à-dire qu'on a aussi le droit de le faire, d'avoir envie de
d'en parler différemment avec cet angle, comme je disais, analyse, interprétation, qui serait ce qu'on pourrait mettre sous le nom de la critique de façon plus générique. Ouais. Est-ce que c'est le moment de dire qui on est finalement? Un peu en retard? On va le dire très vite. Vas-y. Non, commence. Honneur aux hommes. Ok, ça marche. Donc moi je suis Henri Kermarek, je suis auteur de jeux de société depuis une vingtaine d'années et je suis graphiste et directeur artistique depuis à peu près la même période, exclusivement pour jeux de société. Et il se trouve que je suis aussi enseignant en game design dans une école de jeux vidéo à Paris, voilà, depuis 6 ans. Et pour ne pas me cacher, parce que je vais en parler, et je vais te laisser parler après, mais te présenter, mais juste pour faire un petit disclaimer, on va parler de nous dans cette conférence un petit peu, parce que le fait qu'on ait envie d'en parler, c'est parce qu'en fait on en fait partie de ce panel d'émergence, et que c'est pour ça que il nous semble qu'il est pertinent que nous en parlions. Voilà. Donc moi je suis Paul Garin, j'anime un podcast consacré aux jeux de société, aux jeux de rôle. Voilà, et puis du coup je suis membre du jury du prix des Imagui également. Un podcast indépendant et non sponsorisé, je tiens à le préciser. Ok. Ceci étant dit, rentrons dans le détail de la conférence. Alors, on va vous présenter 6-7 initiatives en démarche, vous allez voir. La première, c'est Marie Flanagan. Donc, Marie Flanagan, c'est la dame qu'on voit en bas à gauche en train de travailler dans son atelier. C'est une autrice à la base plutôt dans les arts graphiques. On voit ces tableaux qui sont relativement récents, mais en bas du diapo. Elle a fait des installations dans des musées, dans des galeries. Et elle questionne en fait depuis longtemps la question des rapports de domination par l'intermédiaire des systèmes. C'est-à-dire, c'est ce qui l'a intéressé après son travail sur les arts graphiques. Elle a commencé à rentrer d'abord dans les systèmes vidéoludiques. Elle a commencé par faire du jeu vidéo dans les années 90. Elle a été game designer de jeux vidéo. Et de plus en plus, en fait, son travail l'a rapproché du jeu de société et des expériences physiques. C'est son lié à son parcours à faire, à proposer ses œuvres, pour le coup, en tant que dispositif dans les musées et les galeries. Qu'est-ce qu'on peut noter? Oui, pour parler un petit peu de son parcours, elle est également professeure au Dartmouth College en humanité digitale depuis 2008. Et donc, elle a aussi monté une entreprise, un studio qui s'appelle Tid Factor, qui est une maison d'édition de jeux de société. Mais pour le coup, on ne trouve pas ces jeux de société dans les jeux d'édition dont on parle ici, parce que c'est des jeux qui sont dédiés, par exemple, à éveiller et vulgariser sur des sujets de la santé, par exemple. Elle a, elle a créé et édité 2 jeux qui s'appellent Box et Zombie Box. Box, c'est la petite vérole, et donc qui sont destinés à à faire changer les comportements sur la vaccination aux États-Unis, où elle était. Les autorités avaient repéré qu'il y avait une baisse, il y avait une méfiance face à la vaccination des enfants. Hein. C'était avant le Covid, enfin voilà, pas grave. Mais pour la vaccination des enfants, on le voit, enfin, ce qu'on a chez nous en France de manière de la base. Quoi. Et donc, elle a créé ces jeux qu'on ne voit pas, parce que comme un gros malin, je n'ai pas mis d'image de Fox et Zombie Fox alors que j'en parle. Mais bref, et ce qui était intéressant à noter quand même, c'est qu'il y avait les études de avant-après, est-ce que ça a changé les comportements, enfin en tout cas les volontés ou non de se faire vacciner. Et oui, bien sûr, spoiler, ça a changé les comportements. Ce qui va nous intéresser surtout aujourd'hui, c'est les 2 couvertures qu'on peut voir de livres, parce qu'en plus de tout ça, elle est chercheuse, en fait. Le premier, c'est Critical Play, qu'on voit à gauche, où on retrouve le joystick qu'on voit en couverture est un joystick géant qui composait une installation qu'elle a produite en musée, où en fait il fallait plusieurs joueurs pour jouer, il fallait sauter avec ses pieds sur une énorme bouton rouge, la taille du joystick fait la taille d'un homme. Elle est dans le Guinness Book des records pour cette installation. Mais donc, Critical Play, ce livre, qui a été écrit en 2009. Donc 2009, c'est beaucoup plus tardif que les 3-4 dernières années que j'ai citées tout à l'heure. Mais c'est très important de la noter parce qu'elle a été, la première à vraiment, à mon sens, apporter ce point de vue très spécifique sur le jeu. À se dire, voilà, il est possible de regarder le jeu avec un regard anthropologique, avec un regard artistique. Et à la croisée de ces 2 domaines-là, en fait, il en résulte une analyse et des interprétations qui sont uniques, enfin, uniques pour le jeu de société, alors que c'est des analyses et des interprétations qu'on trouve dans d'autres médias beaucoup plus. Voilà. Et son travail, donc, ce livre, Critical Play de 2009, a été une influence majeure sur plein de game designers, de jeux vidéo, beaucoup, parce qu'on la connaît plus dans le jeu vidéo. En revanche, son travail reste majoritairement méconnu chez les auteurs et les autrices de jeux de société. Voilà.
Et le deuxième livre dont je voudrais parler, qui est intéressant, qui est beaucoup plus récent, qui date de 2023, c'est Playing Oppression, qui est ici, à droite, oui c'est ça, qui lui pose la question de... Donc en fait, le baseline le dit bien, c'est l'héritage de la conquête et de l'empire dans les jeux de société colonialistes. Donc en fait, elle a, avec Michael Jacobson, son co-auteur, elle a écumé les collections privées, les collections publiques, les fonds patrimoniaux de jeux de société, qui sont très difficiles à trouver, parce que c'est des objets qui ne sont pas forcément conservés, parce que ce n'est pas considéré justement comme des œuvres d'art, ou elles sont difficilement patrimonialisées, et du coup, voilà, c'était difficile à trouver. Cette recherche, qui a duré des années, il en résulte ce livre, et qui donc parle de nombreux jeux, et comment est-ce que, par leur mécanique, par leurs objectifs, et également évidemment par leur représentation graphique et textuelle, comment est-ce qu'ils véhiculent des imaginaires colonialistes, des fantasmes coloniaux, impérialistes, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle y observe pas seulement des jeux de l'époque, du XVIe au XIXe, du temps fort du colonialisme, mais elle examine aussi les jeux qui sont contemporains. De quelle manière est-ce que ces fantasmes coloniaux ont survécu dans nos jeux, sous la forme du tropisme de l'aventurier, des mécanismes de conquête des territoires neutres, etc. La vision de l'autochtone qui maintenant est décrite dans une culture un peu brouillée, mais pour qu'on ne puisse pas forcément poser la question de la représentation réaliste, mais qui permet malgré tout le regard touristique de l'occidental que nous sommes. Voilà. Puisque les jeux de société, il faut le rappeler, c'est majoritairement un média consommé par les Européens ou les cultures occidentales ou assimilées. Voilà. Donc, c'est pour ces deux bonnes raisons que il me semble important de parler de Marie Flanagan, et je vous invite toutes et tous à regarder son travail. Voilà. L'initiative suivante dont je voulais parler, c'est beaucoup plus local et beaucoup plus récent, c'est le prix Lizimagui. Comme tu es au jury du prix Lizimagui, regarde, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, donc tu ne changes pas la slide? Oui, tu as raison. Oui, donc le prix Lizimagui, c'est un prix qui a été, on va refaire un petit peu, si vous étiez là ce matin, vous l'avez déjà entendu, mais c'est un prix qui a été créé aussi à l'initiative du festival Rennes en Jeu, l'idée était d'avoir un prix différent, d'avoir une autre proposition. Et donc, Henri était là à la création, donc il pourra, je parle sous ton contrôle du coup. Non, du tout. Non, pas du tout. Dis ce que tu veux, je t'en prie. Attention, hein. Et donc l'idée c'est d'avoir, quand il y a eu ce brainstorming, en fait sur quel prix créer, ça a été effectivement, ce qu'on est ressorti, c'est l'idée d'avoir un prix qui récompensait non pas des jeux comme on les connaît, hein, tous les prix classiques, voilà, tels qu'en France on connaît bien l'Asdor ou le Spiel des Jahres, qui sont quand même les plus grands prix au monde. Mais là c'est pas du tout la même démarche. La démarche elle est de récompenser en fait des jeux, mais pas que, des démarches des personnes, ça va être aussi des éditeurs, enfin, c'est finalement très laissé à la liberté du jury, ce qui va primer, de primer en fait des démarches qui se caractérisent par leur engagement social, politique, environnemental. Donc c'est vraiment aborder le jeu de façon différente, pas uniquement en tant qu'objet divertissant, qui procure du fun, ce qu'on aime tous aussi quand on joue, sauf Henri Camaret qui n'aime pas du tout. Non, moi j'ai envie qu'il existe des jeux ennuyeux, voilà. C'est très personnel. Et donc, mais donc voilà, qui ont aussi peut-être au moins une intention, un propos, et qui va être porté peut-être dans le travail de ces personnes et éventuellement effectivement dans les jeux quand on parle de jeux plus précisément. Ça ne veut pas dire que ça ne doit pas être des jeux, enfin en tout cas quand on parle de jeux, c'est quand même aussi ça doit être aussi des jeux qui ont des qualités ludiques. Enfin les deux se rejoignent. Mais ça ne va pas être le meilleur jeu de l'année. Il faut que ce soit en fait une symbiose entre l'intention, le propos et la façon dont surtout, on l'a dit, les jeux, on va le répéter beaucoup de fois, les jeux sont des systèmes qui donc permettent en fait des modélisations et donc l'idée de savoir comment on exploite les spécificités du média jeu de société, donc le système qui est retranscrit par ces mécaniques, pour porter le propos. Et pas ce qu'on appelle, comme on dirait souvent, on dit les thèmes plaqués, par exemple, vous avez l'impression que c'est interchangeable. Là, il faut qu'il y ait quand même une sorte d'adéquation et une cohérence en fait d'ensemble. Après, je me permets, ça c'est très personnel, mais quand on parle d'intention, parfois les auteurs ou autrices n'ont pas l'intention précise que nous, en tant que joueurs et joueuses, on va y voir. Et c'est ça qui est aussi beau, c'est que dans le système du jeu, il y a aussi nous, joueurs et joueuses, qui apportons des choses. Et c'est là aussi que l'auteur ou l'autrice peuvent avoir des intentions,
Mais nous, il y a peut-être d'autres choses qu'on va percevoir, qui n'avaient pas d'ailleurs forcément conscientisé. Et c'est aussi ça qu'on va ressentir. On apporte aussi notre subjectivité en tant que joueur et joueuse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu vite fait lors de vos réflexions, par exemple, le juriste Maggie? J'imagine que vous n'avez pas de preuve, enfin je dis vous parce que je suis plus dedans depuis 2 ans, mais voilà, ça a dû évoluer, je ne sais pas. Est-ce que vous avez un process, par exemple, quand vous imaginez un jeu? Est-ce que vous avez une approche théorique spécifique, un cadrage méthodologique, ou est-ce que ça reste des discussions informelles? Est-ce que finalement vos réflexions évoluent en même temps que vous? Oui, je pense que c'est plus beaucoup basé sur les échanges de ressentis, les discussions, les éclairages personnels, parce qu'on est plus, enfin, comme on a été 7 cette année, on n'a pas les mêmes parcours, pas les mêmes attentes non plus, forcément. On n'a pas la même façon de voir les choses. Là, moi, par exemple, je ne travaille pas du tout dans le milieu du jeu, donc c'est tout un point voilà, sur lequel je ne me permettrais pas d'avoir une idée de comment on édite un jeu, etc. Enfin, ce genre de considération. Donc, on va tous s'enrichir de nos discussions. Il n'y a pas un process marqué. C'est beaucoup plus des échanges, de discussions, et souvent par l'échange et la discussion, on va s'enrichir mutuellement, parce qu'on va souligner des choses. Et c'est pour ça aussi que c'est bien d'avoir plusieurs interprétations, plusieurs analyses à un jeu, parce qu'en fait, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément percevoir de la même manière. On peut prendre l'exemple d'un jeu qui a été primé cette année, Cartini. Et effectivement, on l'a dit dans la présentation ce matin, c'est un jeu où tous les personnages représentés sont des femmes, puisque le jeu parle de l'éducation des femmes en Indonésie. C'est quelque chose peut-être auquel nous, on le voit ou on ne le voit pas, et forcément, si on a une femme ou un homme, on ne va pas avoir la même perception de ce point spécifique dans le jeu. Et c'est pas du tout une critique négative, en fait. Mais forcément, quand on est une femme, c'est quelque chose qu'on remarque immédiatement, puisque nous ne sommes tellement pas habitués à ça, que ça en est frappant, et que je pense que ça nous passait beaucoup plus à la trappe peut-être chez les joueurs et pas chez les joueuses. Donc c'est aussi en discutant qu'on va avoir cette discussion, qu'on va pouvoir peut-être s'éclairer mutuellement et aussi construire ensuite une opinion commune qui sera exprimée dans le palmarès finalement. Et est-ce que peut-être, pour se permettre de digresser très légèrement, parce qu'après on va y revenir, est-ce que peut-être le fait que vous soyez obligé, enfin et qu'on l'ait été à l'époque où j'étais dans le jury, obligé entre guillemets finalement de réaliser des interprétations très personnelles, de faire évoluer les réflexions au sein du jury année après année, etc. Est-ce que c'est pas pour le fait qu'on manque finalement d'un écosystème critique qui présente cette diversité des gens, d'interprétation ou d'angle d'attaque? On n'a rien pour se construire dessus pour dire alors regarde, tel critique, tel journaliste, il en a parlé, il a dit ça, là on manque cruellement de ça. Est-ce que tu penses que le fait que le jury soit obligé de venir... Non, je pense pas. Non, je pense pas que ce soit forcément lié. C'est sûr, c'est qu'on manque de ressources. En fait, moi, c'est un constat que je fais souvent. On manque de ressources. Si vous faites des recherches, par exemple, sur un jeu, ou un auteur, vous allez avoir soit de l'information très factuelle, donc par exemple, typiquement une fiche de ludographie, mais sur les jeux, si vous n'allez pas avoir de la ressource d'analyse, vous allez tomber sur des liens de boutiques, ou sur des vidéos de présentation des règles, ou de unboxing, ou de vagues, mais vous n'allez jamais avoir de la ressource critique comme on peut le trouver si vous faites des recherches même sur des jeux vidéo, sur des livres, sur des films. Vous allez avoir des tas de blogs amateurs et professionnels aussi, de presse, qui vont vous donner des interprétations, des clés de compréhension. Il y en a beaucoup. Quand on cherche sur les jeux, on a très peu de matériaux en fait, sur lesquels s'appuyer et dont on pourrait finalement aussi utiliser pour voir si on voit la même chose que la personne. Il y a quelques exemples de personnes qui font quand même des présentations de jeux très différentes. On va en parler après, peut-être. Oui, si tu veux. Non, comme tu veux. Vu qu'on va parler de chroniqueurs, etc. Oui, on peut en parler après, si tu veux. Mais voilà, donc pour dire qu'on manque de matériaux, et donc je pense aussi que c'est pour ça que nous, on fonctionne comme ça. Et je pense aussi que c'est important. On ne peut pas en faire l'économie parce que c'est un palmarès qu'on fait, en fait. Il faut que ce soit un palmarès qu'on décide. En fait, c'est pas nous individuellement, c'est une collectivité. Et la collectivité, c'est forcément la rencontre des sensibilités. Plusieurs points de vue. Ok. Merci. On va passer à la suivante. Et l'initiative suivante, c'est le manifeste métaludique. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du manifeste métaludique dans la salle? Personne? Wow. Heureusement, merci, il y en a 3. Toi, 4, merci, ça fait plaisir.
J'essayais de voir si ça avait fait un peu de bruit ou pas du tout. Manifestement, l'analyse statistique fait que pas beaucoup, c'est pas grave. Le manifeste métaludique, c'est une initiative qui à la base a été portée par un groupe de 5-6 auteurs et autrices de jeux, dont j'ai fait partie, donc je vous le dis tout de suite, hein, voilà, j'ai été signataire et j'ai travaillé à la rédaction et la publication du manifeste métaludique. Il a été publié à l'occasion du Festival de Cannes 2025, l'année dernière, sous la forme d'un flyer. Donc ce qu'on voit dans la partie gauche de l'image, c'était le recto et le verso du flyer, en fait. Le flyer était conçu comme un jeu. On disait, ceci est un jeu, en gros. Voilà, but du jeu, atteindre le verso du flyer. Pour commencer, choisissez un numéro. On choisit le numéro 1, 2, 3. Si on est d'accord ou pas, on va en 3 ou en 2. Voilà, vous n'avez peut-être pas joué là maintenant en direct, mais on s'aperçoit très vite qu'en fait, les renvois vous font tourner dans une boucle. Voilà. Donc là, on se fiche un peu de vous quand même. Voilà. Et donc, à bout d'un moment, qu'est-ce qu'il fait? Le joueur ou la joueuse de ce jeu très étrange, il finit par retourner le flyer parce qu'il en a marre. Quoi. Voilà, très bien. Et c'est exactement ce qu'on voulait. Mais c'est ce qu'on lui dit. On dit au joueur ou à la joueuse, vous avez transgressé la règle, bien joué. Ça peut sembler facilement provocateur, etc., jouer la transgression en règle, mais c'est, mine de rien, en fait, vraiment quelque chose de fondamental dans les choses qu'on essaie d'amener par le manifeste. Très vite, on va revenir sur les points qui sont développés. Le jeu de société n'est pas défini par le divertissement et ne se limite pas à l'objet commercial. Il peut exister peut-être des jeux de société amateurs, moches, qui ont des choses à dire. Un jeu de société légitime pour dire que c'est un jeu parce qu'il sort dans une belle boîte colorée. Il y a tellement de choses qui pourraient aimer, des jeux dans des musées, dans des galeries, comme l'a fait Marie Flanagan, par exemple. Le jeu de société peut être expérimental, émouvant, philosophique, surréaliste, etc. Oui, il serait peut-être souhaitable et possible de proposer des jeux de société qui seraient moins fonctionnels, qui n'auraient pas ce qu'on attend d'habitude d'un jeu de société, mais qui pourraient proposer des expériences différentes. Des expériences étranges, poétiques, voilà, on ne vivrait pas ce qu'on vit dans les jeux d'habitude, avec un enjeu, des obstacles, de la satisfaction, etc. Et enfin, le jeu de société est politique, le jeu nous joue autant que l'inverse. Politique au sens très très large, dans le sens où c'est juste, on aimerait bien que les gens prennent conscience, comme je l'ai dit au début, que le jeu de société est un objet culturel qui impacte l'individu et donc la société, et à ce titre, c'est un objet politique, tout simplement. Voilà. Pas politique, question des partis, là ça n'a rien à voir. Donc, peut-être l'idée qu'un jeu étant une création humaine, l'humain qui le crée met forcément de lui, et dans lui, il est aussi le réceptacle de tout un tas de d'expériences, de convictions, de visions du monde, et qu'il est assez illusoire de penser que ça ne peut pas transparaître, en fait, qu'on pourrait totalement cloisonner la personne qu'on est et ce qu'on crée. Ouais, alors je suis tout à fait d'accord. En fait, oui, je suis d'accord dans le sens où l'auteur ou l'autrice, en fait, bien sûr, il amène ses propres biais, il a ses propres influences. En fait, la société influence l'auteur ou l'autrice, et en retour, par le biais d'un jeu ou de ces jeux, l'auteur ou l'autrice, elle va influencer la société. Marie Flanagan nous disait, alors j'ai eu la chance de rencontrer pour la première fois Marie Flanagan, dont je parlais tout à l'heure, hier matin. Voilà, donc j'en suis encore tout ému. Mais elle nous a dit un truc très juste, c'est que moi et d'autres étudiants en recherche qu'on était, qui ont créé des jeux aussi par ailleurs, elle m'a dit, c'est vous qui fabriquez la culture. Voilà, vous êtes au tipping point, voilà, c'est vous qui fabriquez la culture. Pas que nous, évidemment, tout le reste, la littérature, le cinéma, etc. Mais elle nous disait ça pour dire, prenez conscience de votre responsabilité. Voilà. Et en gros, vu que c'est un collectif d'auteurs et d'autrices qui a porté ce manifeste, les gens à qui on voulait parler, c'était les auteurs et autrices, mais aussi les éditeurs et éditrices, et les joueurs et joueuses, enfin tout le milieu du jeu des passionnés qu'on peut croiser aujourd'hui. Voilà. Alors la photo que j'ai mise, c'est une petite photo d'une résidence qu'on a effectuée. Alors là, il n'y a que des bonhommes autour de la table, et il se trouve que c'est Agnès Largeau, la seule femme du collectif, qui prenait la photo. Bien joué. Voilà, bravo, merci, ça c'est fait. Voilà, il fallait le dire quand même. Et donc, pour cette photo-là, parce que en fait, le manifeste s'est construit sur des résidences. Ça a été des groupements de 6, 7, 8, 9, 10 auteurs. Alors, tous ne sont pas restés jusqu'au bout du manifeste. Pour certains, ils ne se retrouvaient pas dans la forme, d'autres dans le fond, où ils ont amené des choses. Après, ils ont dit je ne m'investirai pas, mais je suis d'accord avec ce que vous faites. C'est des individualités qui avaient des choses à dire. On s'est d'abord rassemblé à l'initiative de Julien Protière, l'auteur de jeux de société, qui lui a fait appel à 4-5 auteurs de jeux de société et en disant j'ai l'impression qu'on fait des jeux un peu de la même manière. On veut des jeux qui ont du sens, avec une forme d'authenticité, il y a quelque chose. On avait du mal à mettre des mots un peu sur ce qu'on avait en commun.
Il a fallu faire ce travail au sein des résidences, on se parlait de comment est-ce qu'on voyait notre média. C'est des résidences où on n'a pas du tout fait de game design en fait. On n'a pas testé les prototypes pour savoir si c'était bien équilibré, si c'était satisfaisant. Non, non, on a fait des résidences pour comment est-ce que nous, on veut regarder le média sur lequel on travaille. On va prendre un peu de distance par rapport à nos pratiques de game design et par rapport à l'objet jeu, le média, voilà, au sein de la culture. Et c'était extrêmement intéressant. Parce que c'est un travail qui n'est pas jamais fait en fait, c'est des initiatives très récentes. Dans le jeu de société, la plupart des résidences de création, c'est de la création de game design technique en fait. Voilà. Et enfin, j'ai mis une petite affiche où il y a marqué jeux et société. En fait, il s'agit, comme c'est marqué dessus, d'un colloque international qui a eu lieu le 30 juin et 1er juillet 2025, où le manifeste a été invité à faire une table ronde, et certains de ses auteurs ont fait des contributions sous la forme d'un jeu. Le jeu de l'enjeu, il a été présenté, par exemple le jeu de l'année dernière, protocole IOMV 2236472L. Il a été présenté en tant qu'objet ludique un peu particulier. Moi, j'y ai fait une intervention, etc. Ce colloque, Jeux et Société, c'était une réunion à l'initiative de la filière jeux vidéo de l'université Paul Valéry de Montpellier. Et je peux me permettre de digresser un peu là-dessus parce qu'on va en parler un peu plus tard, parce qu'elle forme en fait une autre initiative intéressante qui essaye de voir l'objet jeux vidéo, jeux de société différemment. Et il se trouve qu'il y a eu convergence à ce moment-là, en juin, entre le manifeste et cette filière des arts graphiques jeux vidéo de Montpellier, de l'université Paul Valéry, qui ont vraiment le même propos, ont envie d'avoir ce même regard sur l'objet. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons Mabel Hollande. Ça, c'est ton vrai nom parce que je crois que tu es la spécialiste francophone, l'experte de Hollande. Autoproclamé. Oui, compétence. Ça peut être voilà, exactement. Alors, Amabel Hollande, donc, qui est lauréate en tant que personne du prix Lizzie-Magie cette année. Amabel Hollande est une autrice de jeux de société, éditrice, autrice d'essais et vidéaste américaine. Elle a un parcours vraiment très intéressant parce qu'on va voir qu'il y a une grande évolution aussi dans son travail. Initialement, elle vient plutôt du milieu du wargame. Elle a créé des jeux qu'on apparenterait du wargame et ça se ressent toujours encore dans certains aspects de son travail. Et elle est très connue au début pour souvent les jeux qui ont été les plus joués d'elle, ce sont ceux qu'on voit en bas à droite. Donc la série des Gage, alors non, on ne doit pas dire gauche. On dit pas gauche. Non, on ne dit pas gauche. D'accord. Voilà, on dit Gage, apparemment, vous savez, je compris. Qui sont des jeux de train, en fait, où on va développer des lignes ferroviaires et surtout, on va toucher des dividendes. Voilà, donc c'est des jeux assez classiques. Qui sont hyper bien exécutés, hyper agréables à jouer. Mais c'est vraiment plus très représentatif de son travail, même si ce sont d'excellents jeux. Elle a beaucoup évolué en fait dans ses créations. Elle en parle aussi par rapport à sa propre expérience personnelle parce que c'est une femme trans. Donc elle fait, je le mentionne parce qu'elle en fait beaucoup référence, notamment dans son livre, sur comment cette dysphorie de genre là aussi a fait résonance en fait, avec son évolution dans son travail. Donc Amabel Hollande, elle a choisi en 2016 de créer sa propre maison d'édition, Hollande Spiel, qui aussi a une grosse spécificité puisque ce n'est pas une maison d'édition traditionnelle. Ces jeux n'ont pas vocation finalement à être commercialisés dans des boutiques. Ce sont des jeux qui sont imprimés à la demande. Ce qui fait que quand vous commandez un jeu, vous pouvez avoir un très long délai de livraison. Voilà. Ils ne sont pas trouvables en Europe. On peut passer par un site anglais, mais ce qui fait aussi que on imagine que les frais de port sont quand même. Ça fait monter vite le prix des jeux. Donc c'est quelqu'un qui a choisi de ne pas s'inscrire dans le circuit classique traditionnel pour garder la liberté complète avec créative sur ses propres jeux, mais aussi les jeux qu'elle édite. Parce qu'elle n'édite pas que ses propres jeux. Et forcément, il y a aussi
par rapport à nos standards de joueurs et joueuses de jeux d'édition, comme tu dis, on va être un peu désarçonné parce qu'on n'aura pas des couvertures chatoyantes, du matériel exceptionnel. Les règles de jeu sont écrites souvent comme des règles de wargame, donc il faut s'accrocher. Elle a notamment aussi, dans ce qu'elle a publié, donc elle a publié par exemple Meltwater, qui est un jeu dont on a parlé ce matin, là, dans sa première édition, puisqu'il est ressorti chez Capstone Games, qui est un jeu d'Erimi Escobedo qui parle en fait d'un affrontement post comment dire, accident, enfin pas accident mais guerre nucléaire, où on a des radiations et la population fuit sur l'Antarctique, et en fait les radiations avancent et donc de toute façon à la fin on va tous mourir. Et le but du jeu c'est un affrontement, et ça questionne beaucoup la question de l'affrontement, de la victoire. Est-ce qu'on peut finalement être heureux d'être le dernier qui reste en vie, sachant qu'de toute façon on mourra tous. Et surtout, c'est traiter le sujet via les populations civiles, qui sont généralement pas du tout ceux à quoi on s'intéresse dans le wargame, où on est beaucoup plus dans une vision très héroïque et épique des combats. Là, il y a très peu de combats, et en fait, on n'est que du côté des populations civiles qui vont globalement mourir de faim progressivement. Voilà, elle a publié aussi des jeux de Cole Wehrle, l'auteur de Route, que vous devez, souvent c'est comme ça qu'on connaît le plus, ou de Arx par exemple. Elle a publié une Infamous Traffic, je crois que c'est le titre du jeu, qui est un jeu qui parle en fait du trafic de l'opium, voilà, et de l'enrichissement en fait de l'Angleterre notamment dans le cadre, et c'est un jeu qui a beaucoup de sens, puisque le but du jeu c'est donc de faire ce trafic infamant, enfin indigne, pour pouvoir soit acheter des maisons, des belles tenues pour briller en société, pour montrer un peu, l'idée de montrer l'absurdité et la validité de tout ça. C'est immoral. Totalement. Voilà. Et donc, Annabelle Holland, elle édite aussi, je vous le disais, ses propres jeux. Et dans ses propres jeux, elle a édité This Guilty Land, qui est un jeu de 2018, qui est probablement le jeu le plus emblématique de son travail, et qui est finalement l'incarnation de toute la pensée qu'elle a développée dans son livre Cardboard Ghost, et que vous retrouverez aussi dans certaines de ses vidéos sur YouTube, donc notamment dans celle qui est indiquée Mechanism as Metaphors, qui est donc la vidéo un peu de vulgarisation de son essai, et qui est hyper drôle en plus, donc vraiment je vous encourage à la regarder. Elle a fait d'autres vidéos super, on va peut-être en parler un peu après, mais voilà. Et donc Annabelle Holland, elle repart de l'idée qu'un jeu est un système, et que finalement, qui n'est pas une idée totalement novatrice, hein, que parce que ce sont des systèmes, les jeux sont les mieux à même de modéliser également des systèmes politiques au sens large, et notamment de rendre compte des systèmes d'oppression. Elle milite également pour le fait qu'on puisse avoir de la distanciation par rapport à quand on joue, pour comprendre les systèmes. C'est-à-dire ce qu'elle explique, c'est que les êtres humains, nous sommes faits pour qu'on nous raconte des histoires, et que parce qu'on nous raconte des histoires, on va ressentir des émotions, on va s'identifier, et en s'identifiant, on a de l'empathie. Et avec cette empathie, on perd notre esprit critique, notre capacité de prendre de la distance et de remettre en cause des choses. Elle donne un exemple, notamment, elle donne un exemple avec une série télévisée que vous avez peut-être vue, qui s'appelle Breaking Bad. Le personnage de Walter White dans la série est une personne absolument abjecte, pour laquelle on ne devrait avoir aucune empathie, parce que c'est vraiment un salopard. Et le problème, c'est que la façon dont ça fonctionne, on peut être amené à éprouver de l'empathie pour ce personnage, alors qu'en fait, c'est d'ailleurs au départ, c'est vraiment pas du tout ce que voulaient les créateurs de la série. Et donc, elle dit que c'est bien c'est une des difficultés en fait de l'immersion et de l'identification, du fait qu'on se laisse aller à nos émotions. Et elle plaide pour le fait qu'on puisse avoir des jeux qui ne font pas appel forcément aux émotions, mais qui vont permettre en fait de garder un esprit critique de la distance. Et elle se réfère pour ça aussi au travail de Bertolt Brecht, qui est un dramaturge allemand, qui essayait toujours de mettre qui a développé l'idée du V-effect. Alors je vous le passe la prononciation en allemand. C'est très compliqué, voilà, c'est pas évident. Et l'idée qu'on voit aussi, notamment dans une de ses pièces qui est Mère Courage, l'idée était de dire que si vous êtes trop dans l'histoire, vous ne perdrez pas, vous aurez beaucoup de mal à avoir de la distance et un regard critique sur ce qui se passe. Et donc il essayait toujours de casser l'immersion
notamment en rappelant aux spectateurs, spectatrices, là, qu'ils regardaient une pièce de théâtre. Hein. Ce n'était pas une vraie histoire, et toujours garder le fait qu'on est, ce qui en principe ne doit pas trop se faire, pour pouvoir garder la distance et ne pas trop adhérer en fait à tout ce qu'on voit. Et donc effectivement, il essayait de briser le quatrième mur, et c'était aussi, je crois, par exemple, au lieu d'avoir des décors sur la scène, il mettait des lignes blanches, et s'il y avait une cuisine, il y avait juste un carré blanc, il y avait marqué cuisine. Et il essayait comme ça, il forçait le spectateur à abstraire la scène qu'il était en train de voir, tout simplement. Ou des cartons en fait, qui s'adressaient directement au spectateur, à la spectatrice, et en tant que spectateur et spectatrice, pour leur rappeler qu'ils regardaient une pièce. Donc c'est ce qu'elle a voulu faire. Donc dans This Guilty Land, elle part en fait, de la période qui est un peu avant la guerre de sécession, au moment où il y a des tensions qui sont très fortes entre le nord et le sud des États-Unis. Mais on ne va pas parler de l'abolition de l'esclavage en tant que tel, comme ça peut être traité dans d'autres jeux dont on pourrait d'ailleurs beaucoup discuter sur leurs propos et leur question de représentation. Et là, vous allez en fait incarner deux camps, possiblement, c'est un jeu pour deux joueuses, justice et l'oppression. Et le but de l'oppression étant de maintenir le statu quo le plus possible et de faire passer des lois qui vont les avantager, et la justice étant, pour le contraire, de passer des lois qui vont désavantager les États du Sud. Hein. On ne va pas du tout voter l'abolition de l'esclavage, puisque l'esclavage n'a pas été aboli par une loi, il a eu la conséquence en fait de la guerre de sécession. Donc c'est ça qu'elle rappelle aussi, c'est que on va vraiment être sur un terrain législatif, et en fait on va tout le temps jouer pour essayer de convaincre les élus qui sont à la Chambre des représentants ou au Sénat pour voter nos lois. C'est un jeu elle le dit clairement, c'est un jeu dans lequel il n'y a pas de fun, on ne s'amuse pas beaucoup, on ne fait d'ailleurs pas passer beaucoup de lois, c'est très difficile, c'est beaucoup une forme de tir à la corde, mais sans que ce soit matérialisé comme ça dans le jeu. C'est très laborieux. Et l'idée étant de montrer que comme souvent on se neutralise mutuellement, il ne se passe pas grand-chose, et que le statu quo maintient les oppressions. Voilà, de rien faire, de rien faire. J'avais pris un exemple ce matin, je ne sais pas si je le refais, mais c'est l'histoire du verre d'eau. Si on met un verre d'eau sur le bord de la table et que je le pousse pour qu'il tombe, Henri peut empêcher le verre de tomber, aller à mon encontre, il peut décider comme moi de pousser le verre avec moi, et puis il peut décider de rien faire, mais s'il fait rien, quand moi je pousse le verre tombera. Et donc c'est vraiment cette idée un peu très simplifiée de l'idée du statu quo, en fait, c'est que dire qu'on ne fait rien et qu'on ne veut pas interférer, en fait, contribue à faire quelque chose, à laisser faire, à laisser perdurer ce qui existe. Donc ça, c'est aussi des grandes théories qu'elle développe dans son livre, qui malheureusement n'est disponible qu'en anglais, mais qui se lit très facilement, même sans avoir un très très haut niveau. C'est dans ses vidéos, donc elle a fait une vidéo, celle qu'on disait qui vulgarise sa pensée. Elle a fait aussi d'autres vidéos très intéressantes, parce qu'elle aborde vraiment pas du tout les questions. En fait, elle a fait une vidéo sur les configurations de nombre de joueurs et joueuses pour les jeux de société, mais pas du tout abordé comme on l'imagine. C'est-à-dire qu'elle va vraiment interviewer d'autres game designers, game designeuses, pour parler de qu'est-ce que ça veut dire de faire un jeu pour 6-7 personnes, qu'est-ce que ça veut dire de faire un jeu pour 2 personnes, ou un jeu solo. Et dans cette vidéo, il y a notamment Colo Werley, il y a Erin Escobedo, il y a Lise, je crois que c'est Lise Donaldson de Beyond Solitaire, qui est l'autrice de Résistance, une des autrices de Résistance, qui est sortie en français. Voilà, elle a beaucoup de... Pareil, elle a une vidéo sur les boîtes de jeux, les couvertures. On a l'impression, en voyant un petit titre, que c'est... Mais en fait, c'est vraiment totalement passionnant, parce qu'elle parle de tout ce qu'on peut mettre, en fait, comme le ressenti. Et d'ailleurs, elle a une discussion avec le patron de Ciel Moïke, qui est un éditeur américain, qui a fait une boîte absolument dingo pour un jeu qui s'appelle Outstrike. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est une course de mascotte. Voilà, toutes ces vidéos sont passionnantes. Et elle a sorti récemment City of Six Moons, qui est pour le coup, là carrément, je pense, on est vraiment dans l'expérimentation poétique et artistique. C'est un jeu dans lequel, en fait, quand vous l'ouvrez, vous avez une règle du jeu, mais la règle du jeu, c'est comme si elle était codée. Et en vrai, il va falloir décoder la règle si vous voulez après jouer au jeu. Et vous vous doutez bien qu'en fait, le décodage de la règle c'est peut-être ça le jeu et pas le jeu en lui-même. Il y a ça donne toute une réflexion sur le fait de se comprendre
le langage, en fait, comment la communication. C'est assez bluffant. Si vous avez l'occasion de voir un exemplaire, peut-être qu'il y en a sur la table du prix, c'est possible. Donc c'est vraiment une femme passionnante. Moi, à titre personnel, je me dis parce que je ne souscris pas forcément à tout ce qu'elle dit, mais en tout cas, tout ce qu'elle dit m'a amené à me questionner, à remettre en cause des choses que je pensais très acquises. Le fait, par exemple, sur les émotions, qui était quelque chose que j'ai tendance à défendre, ça m'a aussi un peu amené à remettre en question voilà, des choses qui me semblaient acquises, comme le fait que nos émotions, c'est le truc le plus important quand on joue. Maintenant, j'essaie de tempérer un peu ça. Et je trouve que déjà, être amené, quand quelqu'un parvient à vous faire réfléchir sur vous-même, se questionner, c'est déjà énorme. C'est pas tous les jours qu'on voit ça dans le milieu ludique. Okay. Merci pour nous avoir parlé de d'Amabel Hollande. Qu'est-ce qui vient après ? C'est moi. Enfin, c'est mon livre, pardon, parce que le nom qui est à droite, vous le voyez sur la couverture, c'est Henri Kermarrec. Il fallait que je le mette, alors parce qu'en fait, il a été publié l'année dernière, mais pour moi, c'est le résultat de mes réflexions qui ont été nourries par toutes les initiatives qu'on a citées juste avant, en fait. C'est pour ça qu'on a voulu un peu les présenter de manière chronologique, dans le sens où, à titre personnel, j'ai été nourri par le fait de participer au manifeste, de lire les livres de Mary Flanagan, de lire le livre d'Amabel Hollande et de regarder ses vidéos, etc., etc. Et comme on l'a dit en début de conférence, à mon sens, en fait, toutes ces initiatives, enfin, je ne sais pas si vous, joueuses, vous connaissez beaucoup vous connaissiez déjà une des démarches dont on a parlé jusqu'ici. Mais pour moi, c'est des démarches qui sont vraiment méconnues, en fait. Souvent parce que c'est en anglais. Je veux dire, voilà. Et puis les livres de Flanagan ou celui d'Amabel Hollande sont en anglais. Et je peux comprendre que c'est une barrière linguistique pour beaucoup. Ensuite, parce que c'est parfois des références de recherche qui sont un peu dures à lire, etc. Et oui, ça donne un effort, c'est certain. Et donc, moi, une des choses qui m'a poussé à écrire ce livre, donc, qui s'appelle donc Ce n'est qu'un jeu, usage politique du jeu de société, c'est entre autres le fait que j'avais envie de transmettre toutes ces ressources, comme tu disais tout à l'heure, tout ce qui avait nourri mes propres réflexions à mes collègues, auteurs et autrices, aux éditeurs et éditrices, et aux joueurs et joueuses. J'avais envie de parler à tous ces gens-là et de leur dire, moi, tout ce que j'avais trouvé de super intéressant à dire de notre média, qui, à mon sens, ne se questionne pas assez. Voilà. Et où il y aurait peut-être moyen de se poser d'autres questions par rapport à cet objet qu'on pratique énormément. Voilà. Et donc j'ai essayé de rassembler tout ça dans un livre de 300 pages, dont la première partie, qui est composée d'à peu près 200 pages, regroupe une espèce d'histoire politique du jeu de société. C'est finalement une approche qui est assez similaire à celle qu'a eu Mary Flanagan en 2009, où elle repart aussi des jeux antiques, etc., pour se poser plein de questions, avoir une interprétation anthropologique, sociopolitique sur les jeux, dans quel contexte ils étaient produits, quel sens ils avaient pour les gens qui les jouaient, cognitivement, pourquoi est-ce qu'ils sont nés, etc., etc. J'ai trouvé tout ça passionnant, et il m'a paru nécessaire de rassembler toutes ces choses intéressantes dans un même livre. Voilà. Donc ça a été le résultat de 8 mois de rédaction intense, je ne sais plus combien de mois de travail de recherche. Alors, vu que ma slide n'était absolument pas sexy, je me suis fondu en mettant cette image-là, qui représente une espèce de carte mentale. Ça, c'est un tiers de mes recherches de matière documentaire, en fait, à peu près, sans compter les livres physiques qui sont dans ma bibliothèque et que je n'ai pas pu montrer, mais voilà. Donc c'est ce que moi j'ai mis en œuvre pour écrire ce livre, ce qui a été passionnant, mais c'était un travail de recherche énorme, sachant que moi je ne suis pas universitaire, je ne suis pas historien, je ne suis pas chercheur, ni sociologue, ni anthropologue, mais justement, lire toutes ces personnes qui, eux, sont chacun ou chacune spécialistes dans leur domaine, m'a permis finalement, ou en tout cas j'ai essayé de rallier tout ça pour essayer d'en donner un portrait, un tableau un petit peu global de toutes ces choses intéressantes qu'on peut dire, avec tous ces angles d'attaque, qu'ils soient sociologiques, anthropologiques, historiques. Oui, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une approche pluridisciplinaire sur le jeu ? C'est le cas du cursus du master sciences du jeu de Villetaneuse. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire aussi un petit peu à l'intérieur de mon livre. Et en deuxième partie du livre, c'est plus un essai où j'essaye de questionner justement, à la manière de Mary Flanagan ou de Amabel Hollande ou d'autres, nos jeux, les jeux contemporains, où est-ce qu'on en est maintenant en fait ? Est-ce qu'on pourrait essayer d'évaluer, d'analyser les représentations qu'on peut trouver dans les jeux qu'on voit partout, et pas forcément, encore une fois, les représentations graphiques ou textuelles, mais quelles mécaniques en fait nous font faire des choses ?
Le manifeste disait avant, le jeu nous joue autant que l'inverse. Bah oui, les jeux de société et les jeux de simulation en particulier, mais pas seulement, nous donnent des choix, des formes de réduction symbolique du monde, même quand il s'agit de jeux qui sont finalement fantastiques, qui ont une diversion fantastique, Harry Potter, je sais pas quoi. En fait, même le fantastique nous parle de nous-mêmes et du monde. En fait, les œuvres de fiction, on le sait, ça nous parle de nous-mêmes, ça nous parle du monde entre nous, même s'il y a des dragons, même si c'est dans l'espace, etc. Donc j'ai trouvé ça intéressant d'avoir ce rapport à l'œuvre, vraiment de le questionner sous tous ces angles-là, pour justement essayer d'en faire une analyse / interprétation. Voilà. Et de voir tout ce qu'on peut en dire. Et une fois qu'on est parti qu'on a ce parti pris, en fait, d'observer les jeux, de les analyser de ce point de vue-là, et bien qu'est-ce qu'on fait avec ça en fait? Comment est-ce qu'on pourrait créer des jeux différents, par exemple? Voilà, nous, auteurs et autrices, comment est-ce qu'on pourrait commencer à prendre en compte le fait que nos jeux véhiculent des discours, des propos au moment de la création? On ne va pas s'attarder juste sur le système, ou pour savoir si c'est satisfaisant, ou pour savoir si c'est équilibré, etc., etc. On va d'abord se demander, en fait, qu'est-ce que ça, quand il va arriver comme ça dans le paysage culturel, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire aux joueurs? Qu'est-ce que ça va renforcer peut-être comme norme sociale? Peut-être. Il faut se poser ces questions-là. C'est un travail qui n'est pas facile. Hein. Je veux dire, l'an dernier, pour Protocol, le jeu dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été une création du collectif rennais, c'est un jeu engagé, mais où il a fallu qu'on se pose ces questions-là en disant, mais si on modifie cette règle, qu'est-ce que ça change dans la perception du message envoyé par le jeu? Et ça, c'est des questions très intéressantes à se poser. C'est des questions qui sont beaucoup plus souvent posées dans le serious game, que j'évoque un petit peu dans le livre, où eux, ils ont compris déjà il y a une vingtaine d'années que oui, le jeu de société pouvait être autre chose que du jeu de divertissement. Il se trouve que le serious game ou la gamification en général, eux, ils se servent du jeu ou des ingrédients ludiques, des ingrédients de game design, pour concevoir des outils de vulgarisation, de ludopédagogie, de marketing, parfois, souvent. Il n'y a pas que des utilisations nobles, hein, des publicités toxiques, de l'utilisation managériale, enfin, c'est des hypocrisies terribles. Enfin, je ne vous parle pas des jeux sur tablette que les gens qui bossent dans les entrepôts d'Amazon possèdent, où on court sur un petit dragon et ben, c'est juste, il faut bosser plus vite que l'équipe de l'étage d'au-dessus pour que son dragon il gagne la course. Ce genre de gamification, voilà, on peut en penser beaucoup de mal. Moi, c'est mon cas, bon bref. Mais c'est... Juste pour revenir sur le fait que donc le Serious Game a compris qu'on pouvait faire autre chose du jeu de société, certes, mais eux, ils conçoivent ça comme des outils. Moi, ce qui m'intéresse plus dans le livre, parce que moi, je viens du jeu d'édition, c'est de concevoir des récits, des moments vécus, en fait. Pas qu'on est là dans un moment où je suis censé, je le sais, apprendre quelque chose ou me faire vulgariser un sujet, ou, etc., qui sont des démarches qui peuvent être louables par ailleurs. J'ai rien contre le fait d'utiliser le jeu, peut-être, pour apprendre quelque chose. Les jeux nous apprennent énormément de choses, de toute façon. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on remette en question les récits qui actuellement sont portés par les jeux d'édition, ceux qu'on voit là autour de nous. Donc j'essaye en fin de livre voilà, d'évaluer des pistes de qu'est-ce qu'on pourrait casser dans les jeux. Je vous renvoie sur le sujet d'ailleurs à une conférence que j'ai donnée l'an dernier au même endroit, qui s'appelait « Briser les codes du jeu de société ». Et où je détaille un petit peu ces pistes. Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire des jeux qui soient moins satisfaisants pour les joueurs, pour les mettre dans des situations difficiles, faire des jeux anxiogènes, etc. etc., etc. Il y a plein de choses. On a parlé de gameplay poétique. Des jeux ennuyeux. Des jeux ennuyeux. Des jeux ennuyeux. Moi, j'ai très hâte de jouer à quelqu'un qui ferait un jeu chiant. Mais surtout que ça existe, par exemple, dans le jeu vidéo, c'est déjà des expériences qui sont proposées, en fait. Oui, tout à fait. C'est ça qui est un peu... Voilà, qui est exploré, en fait, assez... Ouais, c'est une bonne question. On va en reparler juste après avec le mouvement des hard games qui a été détaillé, enfin qui a été étudié par Claire Siegel de l'Université de Montpellier. Mais voilà, donc ça c'est pour finir avec... Est-ce qu'on est bon au point de vue timing, Madame Polgara? Je dirais oui. On est pas mal? Bon, très bien. Donc voilà. Next. Oh mais... donc, mais c'est toi. Oui, du coup, c'est donc le point de Polgara, c'est le nom du podcast que j'anime, en fait, qui a commencé en septembre août 2023. Moi, j'étais dans un autre podcast avant où je faisais pas exactement la même chose, mais enfin bon voilà. Il se trouve que j'ai décidé de faire les trucs toute seule parce qu'en fait, comme ça, il y a personne qui me donne d'ordre et je suis ma propre chef, c'est très bien. En fait, moi, j'avais pas du tout envie. Je trouve qu'il y a c'est ce qu'on disait, hein. Je trouve que les contenus ludiques, déjà, on n'a pas de presse, ou quasiment pas de presse pro en matière ludique. Faut pas se mentir, hein. Il y a pas l'assise financière qui le permette, hein, tout simplement. Enfin, on n'est pas sur des chiffres d'affaires proches du jeu vidéo ou du cinéma. Donc, il n'y a pas encore la nécessité d'accompagner
le secteur avec de la presse professionnelle, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment journalistes, parce que ça change quand même des choses. Donc on a beaucoup dans un milieu d'amateurs, ce qui fait que c'est toujours délicat parce que les gens ils font ça. Ils font donc ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent, comme ils peuvent. Je leur jette pas la pierre, chacun fait bien ce qu'il veut. Mais on est quand même tous assez conscients qu'on a à peu près tous les mêmes types de contenus. Enfin, les contenus sont très interchangeables, j'ai envie de dire, comme les jeux d'ailleurs, actuellement. Moi, j'avais pas du tout envie de faire ça, parce que moi, j'ai un autre travail à côté, donc c'est vraiment quelque chose que je fais sans avoir besoin d'en vivre. Donc c'était aussi ça, c'est une grande chance. Donc j'ai vraiment essayé d'axer sur des sujets qui moi m'intéressaient, qui sont en fait finalement les contenus que j'aime entendre. Qui existent. Hein. Si je peux vous donner des conseils, il y a allez écouter un podcast québécois qui s'appelle Balado Ludique. Allez écouter la saison sur les 50 jeux les plus influents, c'est une mine d'informations. Voilà, ça c'est vraiment de la ressource. Donc moi c'était un peu l'idée, c'était de faire des contenus comme ça qui me plaisent. Et aussi d'ouvrir aussi un peu à l'international. Ça fait un peu prétentieux de dire ça comme ça, mais parce que en France, je trouve qu'on est très auto-centré. Hein. Donc, comme dans beaucoup de domaines, on aime bien, on regarde un peu que ce qui se fait chez nous. Or c'est aussi hyper intéressant d'aller donner la parole à des personnes d'autres pays, parce que en plus, on s'aperçoit que y a des tas de gens qui ont les mêmes envies de voir le jeu comme un véritable objet culturel, de le voir différemment et pas seulement comme juste trouver ça sympa de faire une partie. Et moi je crois beaucoup aussi au fait qu'on peut en partageant, ça créera des synergies intéressantes. Donc voilà, et aussi donner la parole à des auteurs-autrices étrangers, alors plutôt anglophones même, parce qu'on les entend pas beaucoup chez nous. En fait, on n'a pas de ressources forcément, surtout que les interviews sont doublées en français. Donc voilà, ce qui est quand même. Moi, je sais que quand je fais des recherches sur les interviews que je vais faire. J'ai rien quoi. En fait, je pars souvent d'une page blanche. Vous n'avez pas de véritable, peut-être des interviews écrites, mais vous avez très peu de contenu, hormis des contenus très promotionnels, ce qui ne m'intéresse pas du tout. J'ai pas du tout envie de faire la promotion, c'est-à-dire vraiment d'être là pour servir la soupe. Voilà, j'ai pas envie de faire un podcast de servage de plat, ou de service. Non, je trouve ça pas très intéressant à écouter, donc j'ai pas du tout envie de faire ça. Donc l'idée, c'est plutôt de proposer d'autres visions. Et il y a une émission dont je suis particulièrement fière qui s'appelle Pelleter des nuages, qui a été une émission de chronique d'interprète, peut-être que ça rapprocherait le plus de vraiment de ce qu'est la critique au sens de analyse-interprétation. J'ai la chance de faire avec Christian Lemay, qui est le fondateur de Scorpion Masqué et qui n'y travaille plus aujourd'hui. Et l'idée, c'est qu'on choisit des thèmes comme on en a envie, et ça peut aller même assez loin. Et on a chacun, donc une fois par mois, on a chacun une chronique. Donc, par exemple, il y en a, pour vous donner un peu le pelleter des nuages, c'est une expression québécoise, hein, pour dire qu'on fait des trucs qui n'ont aucune utilité dans la vraie vie, sauf se poser des questions métaphysiques. On parlera peut-être de snobisme intellectuel après. C'est une question légitime quand on manipule des grandes idées comme ça. Et voilà. Et du coup, il y a une chronique qui se pose la question de savoir si Through the Edges de Vladas Fatil et les jeux de civilisation en général peuvent s'apparenter au blues, à la musique. Donc vous voyez, c'est un peu pour dire jusqu'où ça peut aller dans les questions. Mais moi j'ai fait une chronique il n'y a pas si longtemps sur la représentation du corps dans le jeu de société, où pour dire qu'en fait le jeu de société considère toujours le corps comme quelque chose d'utile, finalement comme un outil, et jamais pour ce qu'il est réellement, sa chair, son sang, la douleur, ne sont pas représentés. Tout n'est que c'est toujours réduit à des mathématiques, à des jauges, à des points qu'on enlève ou pas, alors qu'en vrai, on voit très bien que c'est pas forcément. Et même quand le jeu de société a une vision très transhumaniste, puisqu'on peut s'équiper, on peut s'améliorer, on peut se réparer, qui sont des questions quand même assez actuelles aussi. Voilà, c'est un peu pour donner les biais. Voilà, je pense que j'ai fait un bon tour d'horizon. Voilà. Ok, moi juste une petite question pour conclure sur toi et ton travail. Oui. Enfin sur vous et Christian. C'est mon podcast, pas le sien encore. C'est mon podcast. C'est ton podcast, alors on dit sur ton travail, ça marche. Moi, je serais intéressé de savoir justement quand tu abordes l'écriture d'une chronique, parce qu'on voit qu'il y a des sujets très très différents en fait. Et les angles d'attaque peuvent être très très différents. Mais d'où tu viens, d'où tu pars, d'où ça vient, est-ce que voilà, en gros. Alors,
en vrai, on a des listes de sujets auxquels on a pensé et donc on va piocher là-dedans selon les inspirations. Et en fait, on est influencé par tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, parfois qui n'ont rien à voir avec le jeu de société. Moi, il y a des idées qui me sont venues. En vrai, la représentation du corps, c'est quelque chose qui m'est venu en jouant au jeu vidéo Deus Ex. Et du coup, sur la question du transhumanisme, qui est beaucoup abordée dans le jeu, c'est quelque chose moi que j'avais dans un coin de ma tête depuis longtemps. Et après, je sais pas à quoi j'ai joué ou ce qui m'y a fait penser, que j'ai relié au jeu de société. C'était pas en jouant à Dr Maboul? Non, ça fait longtemps que j'ai pas joué au Dr Maboul, mais j'aimais bien le Dr Maboul. Ouais, c'est cool, Dr Maboul. Je me rappelle de la côte du rire, ça me faisait beaucoup rire. Voilà. Mais non, et donc c'est ça, on va se nourrir de beaucoup de lectures, de conférences, de tout. En fait, je pense que c'est peut-être comme quand on crée un jeu, tu vois, mais en fait c'est tout ça qui vient alimenter des réflexions. Et parfois il y a des bouts d'idées qui se rassemblent, et là ça fait, on a un angle d'attaque, parce que l'idée c'est pas de faire des choses très descriptives, c'est quand même des chroniques qui se veulent des prises de position en fait. Voilà, mais il y a après des choses qui sont de notre sensibilité, des choses qu'on a pu ressentir en jouant. Et puisqu'il s'agit de prise de position, est-ce que des fois, par exemple, soit il y a des gens qui sont pas d'accord, alors ça sans doute tu peux le découvrir en commentaire, est-ce qu'il y a, tu as eu parfois du ping-pong par exemple sur un autre podcast, une autre émission, un autre d'organe de presse, médias, ludiques, internet, blablabla, est-ce qu'il y a, à ton avis, un dialogue comme ça entre certains acteurs? En fait, en France, pas du tout. Pour être tout à fait honnête, enfin moi j'ai pas le sentiment. Ou si par Discord ou par message, ça peut arriver qu'on ait des discussions, mais c'est pas repris en tant que tel pour recréer du contenu et prolonger la chose. Bizarrement, en fait, j'ai eu plus de retours via le monde anglo-saxon, parce que toutes les chroniques, par exemple, elles sont traduites, le texte est traduit en anglais et disponible sur BGG. Et là, j'ai des Américains ou des gens d'autres pays, mais pas mal d'Américains qui mettent des commentaires, qui répondent et tout. Je les ai partagés aussi à quelqu'un dont j'aimerais bien parler aussi, c'est Dan Turot. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est une personne, c'est un critique de jeux de société américain qui a un site blog qui s'appelle Space Beef. Je pense que, vraiment, moi, quand je lis ses critiques, ses reviews, parce que lui, il fait plutôt vraiment de la review, j'ai jamais lu quelque chose comme ça dans le jeu de société, à part lui. En fait, c'est vraiment, pour moi, c'est le top du top de ce qu'on peut faire. En fait, ça ressemble vraiment à des critiques de cinéma qu'on a pu lire. On peut lire des grands noms de la critique cinéma, en fait. Et Dan Turot, je vous conseille, si vous pouvez, d'aller lire. Il a fait une critique sur la rethématisation de Battlestar Galactica dans l'Insondable. Et tout le début, il parle en fait du 11 septembre et de l'Amérique post-11 septembre, pour expliquer qu'en fait Battlestar Galactica est un jeu qui a une résonance avec la situation psychologique et mentale de l'Amérique post-11 septembre. Je n'ai jamais lu quelque chose d'aussi profond, ou qui mêle des choses très personnelles, mais aussi le jeu, sa sensibilité de ce qu'on peut ressentir en jeu, de lui. Je pense qu'on est vraiment au top de ce qui peut s'écrire. C'est absolument incroyable. Et moi, je trouve que c'est vraiment ça qui est intéressant, parce que quand je disais tout à l'heure, on s'enrichit. Moi, je suis pas, je suis pas américaine. J'étais pas. Lui, il était ado au moment du 11 septembre. Moi, j'étais déjà adulte. On n'a pas du tout le même parcours. Lui, il vient de Salt Lake City. Moi, je suis en France. Il vient d'un milieu très religieux. Moi, pas du tout. Donc, et c'est parce que je lis sa critique, je comprends des choses que moi, je n'aurais pas pu éprouver, en fait. Et c'est ça l'intérêt. Je pense aussi, ce qu'on essaye de faire, c'est de proposer des grilles d'interprétation, d'analyse. Ça ne veut pas dire qu'on veut les imposer au reste du monde, contrairement à ce que les gens parfois pensent quand ils sont très réticents à ce qu'on fasse de l'interprétation. On ne veut pas du tout imposer ça. C'est plutôt, voilà ma grille de lecture. Peut-être que tu piocheras des choses, peut-être que tu trouveras que c'est n'importe quoi, peut-être que tu trouveras que c'est des théories fumeuses. Mais pour moi, je crois vraiment que c'est l'enrichissement, parce que ça nous fait voir des choses différentes qu'on ne peut pas éprouver par nous-mêmes. On ne peut pas être notre seul étalon de mesure de tout, quoi. C'est un peu là-dessus que je voulais en venir, quand je t'ai demandé si tu avais parfois des réactions ou des prises de position sur d'autres organes, d'autres médias, etc. Dans le sens où, finalement, au sens large, ce dialogue, vu que toute interprétation, oui, elle peut être taxée de subjective, hein, mais bien sûr, mais c'est revendiqué. Mais on le sait très bien. Mais malgré tout, quand on lit une interprétation qui nous paraît pertinente, c'est qu'on le sent qu'elle a du sens, elle a la pertinence par rapport au texte ou au jeu, etc. dont elle parle. Et en fait, c'est pas du tout pour imposer une forme de vérité objective, jamais.
mais c'est pour présenter une façon de le regarder. Et en fait, ce qui serait intéressant, à mon sens, et je pense au tien aussi, c'est que pour enrichir, au-delà de l'individu qui lit les chroniques ou les articles, le milieu du jeu de société, en fait, le marché du jeu de société, il pourrait être intéressant que justement il y ait plus de gens qui s'essayent en fait à faire ce travail d'analyse et d'interprétation un petit peu construit, sensible, personnel, pour que finalement on ait, comme c'est dans le cas dans le cinéma ou la littérature, des angles d'attaque, des approches. Peut-être on se retrouverait plus dans certaines que dans d'autres. Voilà, et c'est un dialogue en fait qui se ferait au sein du milieu et qui serait à mon sens enrichissant pour le média au sens large. Oui, tout à fait. Oui, moi je suis c'est tout à fait ce que j'aimerais qu'on arrive, que ce soit pas des initiatives très isolées et qu'il y ait plus de discussions. Mais en fait, en réalité, c'est ça qui est un peu fou, c'est qu'il y en a des discussions privées. Quand vous discutez avec n'importe qui, en fait, très vite, on va rentrer dans la subjectivité qu'on peut y mettre, dans l'interprétation, etc. Ce qui est dommage, c'est que ce ne soit pas formalisé. Assumer publiquement des prises de... Voilà, parce que malgré tout, je pense que tout ce contenu qui se crée, c'est de la ressource documentaire, c'est des sommes de connaissances qui viennent enrichir en fait le média. Voilà, moi je sais que par exemple sur les interviews en anglais, il y a un type d'interview que j'ai fait pas mal surtout avec des auteurs très confirmés, c'était de dire parlez-moi de 5 jeux qui vous ont influencé en tant que joueur, mais également en tant qu'auteur, en fait, voilà, pour voir un peu. Il y a des choses qui... Là, j'ai eu la chance, par exemple, d'interviewer Friedemann Friese, mais je pense qu'il y a des choses qui n'ont jamais été dites nulle part sur la création de ces jeux, parce qu'en fait, il n'a jamais eu peut-être l'opportunité parce que souvent, c'est toujours un peu les mêmes interviews, c'est toujours un peu les mêmes questions. J'ai pu interviewer aussi Clemens Franz, c'est vraiment un très grand moment pour moi, parce que Clemens Franz, c'est un illustrateur de Lookout principalement, et de Agricola. Et c'est probablement lui qui a un peu créé le symbole qu'on a dans beaucoup de jeux du revenu, donc la petite main pour dire que c'est la phase de revenu. Il fait beaucoup en termes d'iconographie, et c'est une personne qui fait des conférences en fait sur toutes ces questions-là. Et effectivement, on ne lui parle jamais de ça, en fait. Dans les interviews qu'on lui demande, on lui demande de raconter l'histoire d'Agricola, et je lui ai demandé aussi parce que c'est très fondateur pour lui. Et en fait, il y a plein de choses qui ne sont formalisées nulle part si, en fait, on ne crée pas ce matériau. Ok, merci. On a fait le tour, tu penses C'est ok, ouais. Okay. J'ai déjà trop parlé. Non, c'était très bien, on est bien dans les temps, tout va bien. Et donc, comme tu n'es pas seul dans l'univers, à parler de ces choses-là, heureusement. Sinon, j'aurais une responsabilité un peu... énorme. On va citer une autre initiative, francophone aussi, qui est celle de Romain Pichon-Sainte, qui est ce jeune homme fringant qu'on voit à droite du diaporama, qui lui a lancé un blog qui s'appelle Le Miroir des Jeux, et donc qui écrit des articles depuis début 2024, donc c'est relativement récent, c'est encore dans les dernières années. J'ai remis certains des titres de ces articles là qu'on peut voir. Bot Factory, une chronique ouvrière, La belote et ses métaphores, Pandécléatie, apprendre à gouverner, etc. En fait, ce qui est très intéressant, lui, dans son parcours, pour parler un peu de lui, pour savoir d'où il vient, c'est quelqu'un qui a d'abord évolué dans les milieux du cinéma. Il a réalisé une vingtaine de courts-métrages sur le total d'une dizaine d'années, après avoir effectué ses études. Il a également enseigné dans des écoles de cinéma, le jeu d'acteur face caméra, etc., etc. Et donc, il a été nourri en fait, d'approches comme celle de Jean Baudrillard, sa théorie de la relation à l'image, le fait qu'une image, quand on la regarde, finalement, il y a des formes de transition qui s'opèrent, et l'image, elle finit par former sa propre réalité dans laquelle on se projette. Comme on se projette quand on voit la réalité. Baudrillard le dit évidemment mieux que moi, là, comme ça, je vais peut-être résumer de manière un peu abstraite, mais c'est ce qui fait que quand on regarde une image, dans le cas du cinéma, on va l'interroger en fait, de manière beaucoup plus complexe de juste, est-ce qu'elle est jolie ? Voilà, on va essayer d'aller un peu plus loin que ça. Et donc, il a été nourri de ça, et il se trouve qu'au moment du confinement, de la pandémie, il s'est remis en question beaucoup, il a voulu changer, il a été joueur, lui, depuis longtemps, de jeux de société, passionné de jeux d'édition. Et c'est à ce moment-là qu'il a monté une entreprise qui s'appelle Ludogami, qui, elle, fait du serious game. Donc du jeu sérieux dont je parlais tout à l'heure, c'est des jeux qu'il fait pour des associations, des ONG, des entreprises, des universités, pour essayer de vulgariser les sujets, de proposer les moments, de faire de l'information, etc. etc.
Donc c'est son travail, c'est son occupation, entre autres, à Romain Pichon-Sainte, d'avoir cette entreprise. Il publie ses articles de manière assez erratique, une fois tous les mois, tous les 2 mois. Il n'y en a qu'une quinzaine peut-être qui existe depuis début 2024. Donc c'est à peu près ça, ce rythme. Moi, ce que j'ai énormément apprécié dans ces articles, c'est qu'il observe souvent en fait, ce que la pratique des jeux dit de nous. La façon dont on les pratique, voilà, ce que symboliquement, son article sur la belote est génial, où symboliquement, en fait, quand on joue à la belote, c'est une forme de conflit, la belote, c'est une forme de conflit où en fait, chaque couleur est un champ de bataille, les cartes à points sont des ressources, etc., etc. Mais qu'on va négocier, en fait, selon lui, ce que dit la belote, ce qui est très important. Et là où c'était une forme de jeu frondeur à son époque, et je suis d'accord avec lui sur ce point, c'est que la valeur des cartes est celle que lui accordent les joueurs. Dans le sens où, pour ceux et celles qui ont déjà joué à la belote ou au tarot qui est très proche, il y a certes valet, dame, roi, as, enfin as, roi, dame, valet, pour former les hiérarchies des cartes qui rapportent des points, d'accord. Mais la couleur d'atout, en fait, va faire changer cet ordre de cartes puissantes en fait dans le jeu. Et le valet, ça va devenir valet 9 as 10 pour la belote coinchée ou le tarot, etc. Et donc c'est des cartes qui normalement n'ont aucune valeur dans les autres couleurs, voilà, qui là sont valorisées. C'est effrondeur dans le sens où ça remet en question les hiérarchies pour une part. Oui, c'est pas tout le temps en fait le roi, dame, valet qui valent autant de points. Si les joueurs le décident, et là pour le coup pas collectivement, mais alors si on joue à la belote coinchée par exemple, c'est sous forme de négociation d'enchères en fait que ça va se produire. On va faire des enchères à certaines couleurs, et donc il y a une couleur qui va se retrouver avec pas les mêmes cartes importantes. Donc savoir que ces ressources, finalement leur valeur, leur importance est décidée par les joueurs plus que par le jeu, c'est assez intéressant. Voilà. Je vais dire que tous les jeux de pli traditionnels en fait questionnent beaucoup l'ordre social et la hiérarchie, puisque dans le jeu traditionnel japonais, je pense que c'est le Daifugo, on a exactement les mêmes questions sur entre alors je sais plus les noms exacts, mais en fait entre les cartes les plus hautes et etc. qui peuvent s'inverser. Et je crois que le jeu de pli traditionnel allemand, le Kartoffel, et le jeu de pli allemand, justement, il y a des moments où les cartes ont un peu comme dans les je vais pas retrouver le terme au Moyen-Âge où on inversait l'ordre social. Tu sais. Les révolutions ? Non, mais non, pas du tout. Je vais pas retrouver le mot, excusez-moi. Non, ouais. Le charivari, c'était ça. Ah, peut-être, je sais pas. Et en fait, c'était des moments où on pouvait inverser l'ordre social. Et en fait, les jeux de pli traditionnels souvent reprennent ces. Je crois que c'est ça. D'accord. Ok, c'est intéressant. Je savais pas. Ouais. Ce qui fait que quand on vous dit mais les jeux de pli n'ont jamais de thème, c'est totalement faux en fait. Oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, ça a une histoire. Et ça en tout cas, les jeux de pli traditionnels sont toujours... on retrouve des points communs, même en dehors des pays, sur cette idée de remettre en question l'ordre social. Avec le fait qu'il y ait de l'atout, etc. Les cartes puissent changer d'ordre. Ouais. Et bien, donc ça, il en parle donc, dans cet article sur la belote. Et finalement, au bout d'un an et demi et quelques, d'un certain temps d'écrire ses articles et lui de faire ce travail d'interprétation qui lui plaît beaucoup, d'avoir cet angle d'attaque si particulier, il a écrit très récemment un article qui s'appelle « Ce jeu n'est pas sympa, plaidoyer pour une critique ludique engagée ». Et pour le coup, alors je ne vais pas refaire un peu l'ordre de ce que dans son manifeste, dans son plaidoyer, il défend comme idée. On va y retrouver un certain nombre des points que tu as cités tout à l'heure. Le fait d'avoir une démarche personnelle, d'assumer les interprétations subjectives, d'assumer de ne pas être dépendant des tendances, de la publicité, du marketing, du jeu en tant qu'objet commercial. Il veut, lui, se permettre d'étudier des vieux jeux, de revenir sur des jeux qui ont été beaucoup pratiqués. Toi, je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur aussi. Donc voilà, de prendre de la distance, encore une fois, par rapport à l'objet et aux pratiques, pour écrire des articles. Voilà. Et pour finir avec Romain Pichon-Sainte, j'ai mis le petit logo noir où il y a marqué « Je suis d'ailleurs » en dessous de sa photo. C'est une initiative toute récente. Lui, ainsi que Mathias Daval, qui également possède Argix Games, qui est un éditeur de jeux de rôle, ou de jeux à immersion, ainsi que Florian, et je n'ai pas son nom. Oh mon Dieu, je vais lire mon papier, vous m'en excusez. Le troisième, c'est Florent Cotelat. Et donc ils sont 3 pour monter « Je suis d'ailleurs ». Je suis d'ailleurs est une maison d'édition qui cherche ostensiblement des jeux à immersion forte et surtout des jeux étranges, des jeux bizarres. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes auteur ou autrice et que vous créez un jeu que vous dites mais jamais je ne pourrais le signer nulle part, et de toute façon les gens, je sais même, est-ce que ça va vraiment les amuser ? Ça m'intéresse pas parce que moi je vais leur faire autre chose. Si vous avez des jeux bizarres comme ça, eux c'est ça qu'ils recherchent, des expériences étranges, parfois non fonctionnelles, qui peuvent être poétiques, qui peuvent être artistiques au sens de, elles ont un propos plus que de chercher à vous satisfaire.
Le but du jeu, ça va être non pas de comprendre le système du jeu pour y performer, mais vraiment de comprendre le système de jeu pour essayer de voir ce qu'il nous dit, quel est son sens, sa place au sein de la culture, qu'est-ce qui nous fait dire, qu'est-ce qui nous fait faire, etc. Donc voilà, ça fait partie donc des quelques points qu'il pose dans son plaidoyer. J'ai mis le petit livret à la part du jeu. Ça a été parce que Romain Pichon-Sainte, puisqu'on parle de convergence, parfois de synergie, il a été aussi issu, en 2023, il a validé un mémoire au Master 2 Sciences du jeu de Villetaneuse. On va remarquer qu'il y a des... Enfin, moi, c'est ce que je suis en train d'en valider un cette année. Il y a des collusions aussi avec l'université Paul Valéry, parce que c'est le domaine universitaire. C'est un creuset aussi à Villetaneuse, où on essaye d'aborder le jeu autrement, évidemment, par le biais de la recherche, voilà, de tous les écrits, les game studies, etc. Et donc, en passant son master, il a donc, finalement, je crois, pour lui-même... fonder sa propre définition, sa propre approche du jeu. Il a voulu l'affirmer à travers ce petit livret, la part du jeu. Ce petit livret va être réédité au moment du Festival de Cannes, à l'occasion, donc très bientôt. Il va le rééditer en le modifiant un petit peu, pour, encore une fois, affirmer en son nom propre, même si lui, comme moi, comme toi, nous ne sommes pas grand monde, enfin, on n'est pas très important, il a, lui, l'envie d'affirmer une prise de position publique sur le fait de, oui, je pense qu'il est bon de regarder le jeu autrement. Voilà. Ensuite, c'est moi qui continue de parler, du coup. Pour finir, donc, on va parler de ce projet, un projet de recherche qui s'appelle Rétolude. C'est le sujet que j'ai commencé à aborder tout à l'heure avec l'affiche qui ressemblait énormément à celle-là, qui s'appelait Jeux et Société, où le manifeste avait été convié pour parler de sa démarche, faire une table ronde, etc. En fait, ce premier colloque Jeux et Société faisait partie de ce projet de recherche Rétolude. Ça n'avait pas été annoncé parce que le financement n'avait pas encore été validé. Là, c'est le cas. Il s'agit d'un projet financé par l'Agence nationale de la recherche pour une valeur totale de 400 000 €. Et c'est un projet qui va durer 3 ans et demi. C'est donc un projet colossal, super ambitieux, qui a pour but de poser les bases d'analyse de représentation dans les jeux vidéo et de société. Analyse de représentation dans le sens où, à la fois par les mécaniques et encore une fois, représentation textuelle et graphique. Ensuite, dans un premier temps, formuler un cadre théorique pour analyser ces représentations. Ensuite, faire une analyse de ces représentations par le biais, par exemple, d'une analyse statistique. Ils ont scrappé la base de données de Board Game Geek, la plus grosse base de données mondiale sur le jeu de société, ou IGDB pour le jeu vidéo. Et ensuite, ils en tirent, par exemple, on peut voir tout en bas une slide avec Robin Lamarche-Perrin, qui fait partie du projet Rétolude. Je n'ai pas présenté les principales personnes investies dans ce projet, je vais le faire maintenant très vite. Nous avons Claire Siegel, dont j'aurais dû parler plus tôt parce qu'elle était annoncée sur le programme. Et voilà, elle n'a pas pu être avec nous malheureusement. Mais donc Claire Siegel est, comment on l'a présentée ? C'est une des figures très fortes de la filière art graphique jeux vidéo de l'université Paul Valéry, et qui revendique en fait une approche du jeu par le biais d'une analyse sensible, qui se rapproche de celle de Mary Flanagan. Elle est énormément inspirée dans son travail par celui de Mary Flanagan que j'ai cité tout à l'heure, également par le travail de Yann Bogost, dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais qui a vulgarisé une notion qui s'appelle la rhétorique procédurale. Rhétorique procédurale, rhétorique, c'est comment convaincre, et procédurale, c'est par la procédure, donc par la règle. Donc, encore une fois, comment est-ce que la règle peut véhiculer des discours, des valeurs et favoriser ou renforcer des normes. Et donc, inspiré par ces valeurs majeures qui viennent du champ des game studies, les études universitaires qui sont principalement issues du jeu vidéo, mais qui peuvent s'appliquer aux jeux de société, la filière art graphique jeux vidéo de l'université Paul Valéry est en train de porter ce projet pour juste produire des publications conséquentes, des analyses conséquentes pour dire, voilà, il existe ce corpus d'interprétation qu'on peut utiliser pour analyser le jeu vidéo, le jeu de société. Comme on va développer tous des fondements théoriques. Donc là, le premier colloque essaie de rassembler les universitaires intéressés par le sujet. Le deuxième, cette année, ça va être un petit peu la même chose. Mary Flanagan va faire partie des interventions prévues. Moi, je vais encadrer les ateliers de recherche-création. Donc il y a des synergies entre ces différentes initiatives. Et donc enfin, le troisième lot du projet va être celui de proposer en fait des méthodes, peut-être un livre blanc à destination des auteurs et des autrices. Comment est-ce qu'il serait possible maintenant, une fois qu'on a posé un cadre méthodologique peut-être pour analyser les représentations. Ensuite, on a vu, en analysant ces représentations, on a vu dans le top 100, top 10 de BGG, voire dans tous les jeux produits depuis 10, 15, 20 ans, donc le jeu de société contemporain, est-ce qu'il y a une prédominance de certains thèmes ? Est-ce qu'il y a une prédominance de certaines mécaniques ? Les jeux d'expansion territoriaux, les jeux d'optimisation d'un système de production, etc., etc.
est-ce qu'une fois qu'on a posé ces constats, qu'il y a des mécaniques et des types de jeux qui sont beaucoup plus impactants que d'autres sur le marché, et bien finalement, quel est leur impact culturel? Sachant cela, qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, si on est normalement, si on a un minimum de responsabilité culturelle et politique au sens large, on s'en empare et on essaye d'en tenir compte au moment de la création de notre jeu. Donc leur intention, c'est de proposer un livre blanc qui puisse donner des pistes, voilà, des clés d'analyse, parce qu'après, la création de jeu doit rester un acte libre et spontané, c'est évident. Mais lire ce type de publication peut vraiment aider à intégrer ce process-là dans la conception, qui pour l'instant, c'est absolument pas ou très peu fait. Voilà, par les auteurs et autrices de jeux d'édition. Encore une fois, c'est pas le cas du Serious Game, qui eux conçoivent des outils, donc c'est encore différent. Voilà. Que dire de plus par rapport à ce projet qui est passionnant? Donc encore une fois, c'est un des projets qui est les plus conséquents. Moi, je fais des recherches donc pour mon mémoire en master de sciences du jeu cette année. Je cherche des études de la réception, par exemple, sur les jeux de société. Quand on cherche à savoir si oui, est-ce que les jeux de société peuvent changer les comportements, quand on cherche des études statistiques, des études quantitatives, des études qualitatives qui soient vraiment denses, solides, fournies, on n'en trouve pas. Sur le jeu de société, où on en trouve très peu, trop peu. Parce que, comme l'a dit Paul Gara tout à l'heure, le jeu vidéo, parce qu'il a beaucoup plus de financement, enfin, le chiffre d'affaires dépasse de celui du cinéma, donc évidemment, il y a beaucoup plus d'articles universitaires et de recherches conséquentes sur le jeu vidéo. Qu'en est-il du jeu de société? Il n'y en a pas. Donc ça, c'est vraiment un projet énorme qui va permettre vraiment de proposer cette vision-là aux universitaires et puis après au marché du jeu d'édition, si on prend le temps d'aller regarder ce qui va en sortir. Voilà, il faudra aussi des initiatives, que ce soit des chroniqueurs et des chroniqueuses, de la presse ludique en général, pour peut-être un peu ouvrir ces angles ces horizons et dire regardez là, il y a des trucs intéressants qui ont été dits. Ce serait peut-être bien de les voir. Moi, j'ai écrit le livre, une de mes intentions, c'était aussi ça, de transmettre, de vulgariser des livres en anglais, des articles de recherche, des articles universitaires, pour dire voilà ce qui est en train de se dire, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que là, je parle du jeu de société, mais comme le disait Paul Gara tout à l'heure, dans le jeu vidéo, ces questions se sont posées il y a déjà une dizaine d'années. Claire Siegel, que j'ai cité tout à l'heure, et qui donc porte ce projet avec Régis Gatineau des ateliers ludosophiques et Robin Lamarche-Perrin. En 2015, elle a écrit sa thèse de doctorat sur les hard games. Les hard games étaient des jeux vidéo qui, eux, acceptaient d'être non fonctionnels, c'est-à-dire de proposer des expériences bizarres, type les walking simulators. On va jouer un personnage qui va se balader, il n'y a pas d'enjeu, on va contempler ce qu'on fait, puis peut-être à un moment il va se passer des trucs, ok. Ça peut être, là je parle d'une expérience contemplative qui peut laisser perplexe, mais ça peut être plein d'autres choses, hein, vraiment, il y a énormément de choses. Il y a eu parmi les hard games aussi, on peut citer un peu la vague des news games, par exemple le jeu Kaboul Kaboom de Frasca, mais comme peut-être on va en parler demain, je ne vais pas en parler aujourd'hui. C'est un jeu plus engagé qui essaie de se servir des mécaniques de jeu pour porter un propos. Pas juste faire un jeu de cette famille pour faire découvrir les fleurs ou les plantes, c'est pas de la simple ludopédagogie. Hein. Là, on parle vraiment d'un jeu qui vous fait vivre un moment qui, une fois que vous êtes sorti du jeu, il vous semble non seulement pas forcément avoir appris quelque chose, mais avoir compris quelque chose. Oui, peut-être de manière émotionnelle, comme tu me disais tout à l'heure, comme on parle à Member Land, peut-être de manière systémique, parce que le jeu nous a poussé à le comprendre, et peut-être parfois pour convaincre. Dans le jeu Kaboul Kaboom, pour ceux qui ne regarderont pas la conférence de demain, c'est un jeu qui parle d'attaques terroristes. Et donc nous, on joue des militaires américains et on doit envoyer des frappes ciblées, bien sûr, sur des villages afghans pour tuer les terroristes. Simplement, nos frappes sont absolument pas ciblées et au passage, on tue des civils. Et plus on tue de civils dans des villages afghans, plus il y a de terroristes qui se créent parce qu'ils ne sont pas contents qu'on tue des civils. Et donc c'est un jeu auquel on ne peut pas gagner, tout simplement. Et qui essaye de nous expliquer, de nous parler du principe de, en fait, toute cette relation de conflit, de guerre qui essaye de combattre cette chose-là, ne peut pas mener vers une résolution pacifique, ne peut pas mener vers une résolution, une réelle résolution de ce projet-là par ce biais. C'était en tout cas la prise d'opposition de l'auteur du jeu. Je ne suis pas en train de dire que c'est une vérité objective, hein. C'est la position de l'auteur du jeu qui a voulu la transmettre par le biais d'un jeu. Voilà. Il me semble que nous arrivons presque... et même complètement à la fin. Et on a même du temps pour les questions. Il nous reste 10 minutes pour les questions. En titre de conclusion, moi je voulais dire, parce que là on a présenté des initiatives très différentes. On a parlé de chroniqueuses, de chroniqueurs, d'auteurs et d'autrices de jeux, par le biais du manifeste, moi à travers mon livre aussi, de démarches universitaires, le Prochain Étolude. Marie Flanagan se situe un peu au confluent de tout ça, parce qu'elle est à la fois chercheuse et game designeuse et artiste. Donc on y retrouve un peu toutes ces démarches-là, qui se croisent souvent avec des bagages, des backgrounds qui viennent d'autres domaines artistiques.
le domaine des arts graphiques pour Flanagan, le cinéma pour Pichon-Sainte, etc. Mais ce qui est intéressant surtout de constater, c'est que en fait, ces initiatives, ces démarches, ces personnes qui ont voulu prendre position publiquement, c'est arrivé à différents endroits du globe et dans les 3-4 dernières années, de manière totalement indépendante. C'est plusieurs personnes qui se sont dit, là, à ce moment-là, oui, il est bon de dire quelque chose là. Et après, on s'est rencontrés, il y a eu des synergies ou pas, voilà, parce qu'avec Mabel Holland, c'est plus compliqué, elle est en Amérique. Marie Flanagan, c'est pareil. Bon, les initiatives francophones, forcément, à dire la même chose, on a fini par se rencontrer et à essayer de faire des choses ensemble. Okay, donc c'est pour ça que Paul Garret est aussi au prix Lizzie Maggie, moi j'y étais, enfin voilà. Mais donc, ces initiatives se rencontrent pour porter quelque chose. Là, ce qu'on essaie de dire, c'est que culturellement, il est en train de se passer quelque chose dans le milieu du jeu d'édition. Quelque chose de réel. Je croise de plus en plus d'auteurs et d'autrices qui me font essayer des jeux bizarres, à moi ou à d'autres, qui essaient de créer des jeux bizarres, des jeux expériences. J'en ai testé un de Rémi Saunier ce matin qui est incroyable. Il y a Yves Charamel-Lenain sur le festoche, vous pouvez lui demander de vous faire jouer à cache-cache. C'est une expérience incroyable. Il commence à devenir des propositions de jeux qui essaient de vous proposer des expériences qui ne demandent pas à être vues comme un système dans lequel il faut performer, qui demandent à être vues comme un propos qui peut être lu, compris, interprété, évocateur pour vous. Quoi. Voilà. Oui, je suis d'accord qu'il y a ces convergences, il y a une évolution dans le temps, bien sûr, et là on sent bien qu'il y a quand même plus d'initiatives. Mais moi, ce que je trouve vraiment fort, et j'insiste là-dessus, c'est le fait qu'il y ait dans un peu tous les pays où le jeu de société est quand même un loisir pratiqué, etc. On le ressent. Le Spiel des Jahres organise des journées de la critique à Berlin, et c'est l'occasion, en fait, quand ils font la remise du prix, en fait, c'est juste avant la remise du prix, et c'est assez incroyable de se dire que y a des personnes qui viennent de plein de pays différents, et c'est là qu'on voit aussi qu'on peut rencontrer des gens qui ont les mêmes préoccupations que nous. Moi, je pense vraiment que c'est indispensable de s'inscrire dans ce... Enfin, voilà, si c'est quelque chose qui nous tient à cœur... Dans cet international ludique. Oui, exact. Bah oui, je refais la blague de ce matin. C'est vraiment l'international des joueurs et joueuses, parce que c'est aussi ça qui permet de... Parce que finalement, on partage peut-être plus avec... nos visions du jeu, on la partage plus avec des personnes d'autres pays qu'avec juste dans notre petit monde très, très fermé, quoi. Et c'est assez génial, voilà, parce qu'en plus, ça crée aussi des... Enfin, on va pas voir les mêmes choses, donc après, ça crée des synergies, vraiment, des échanges qui sont hyper enrichissants, quoi. Est-ce qu'on peut citer peut-être, parce que c'est pas les seules démarches qui vont dans ce sens. Très vite, j'en cite 2 ou 3. On peut citer le podcast dont tu as fait partie pendant un certain temps, qui s'appelle Proxy Jeux, qui a mis en ligne des dossiers, l'art dans les jeux, etc., qui sont très intéressants par ailleurs. On peut citer aussi certains éditos du site Ludovox, où ils font un vrai travail d'analyse et de réflexion. Voilà, leur édito sur les jeux et le colonialisme est super, pour le coup. Il y en a plein, enfin voilà, on peut citer ça. Qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre? No Pun Included, en version internationale. Oui. Le travail de No Pun Included fait un super boulot aussi. Et il était présent dans les Journées de la Critique il y a quelques années. Il avait fait un keynote aux Journées de la Critique du Spiel qui était absolument génial. Je l'ai vu, il dit des choses très intéressantes et il essaie de questionner lui aussi l'écosystème critique du jeu de société. Le Spiel des Jahres, c'est quand même un prix qui valorise des objets commerciaux. Voilà. Et lui, il est là pour dire aussi, c'est des objets commerciaux, mais au bout d'un moment, la foire à la saucisse, ça va 2 secondes. Peut-être qu'on pourrait essayer de voir nos objets jeux comme des œuvres d'art. Voilà. C'est l'idée. Quelle belle conclusion. Merci pour votre écoute. Est-ce que maintenant nous avons un peu de temps pour des questions ou des débats ou des commentaires, si vous êtes motivés, si vous en avez l'envie? Oui. Est-ce que je peux te passer un micro? Parce que c'est pour la captation. Allô. C'est pas une question très complexe, mais est-ce que vous pensez que du coup, avec l'émergence de ce mouvement qui considère en globalité le jeu de société comme une œuvre d'art, est-ce que vous pensez que ça vient du fait que la société en général ces dernières années, on va dire, évolue et essaye d'aller dans ce sens-là, ou plutôt le fait que c'est le jeu de société qui devient de plus en plus populaire et du coup va entraîner potentiellement du coup la création d'articles, de débats, etc. Sur ce thème? Non, vas-y. Je pense que la démocratisation du jeu de société contemporain, de celui dont on parle, qu'on voit beaucoup, c'est-à-dire ce qu'on appelle les jeux de société moderne, c'est-à-dire pas le Monopoly, le Cluedo, pas les jeux de supermarché, mais la démocratisation du jeu de société contemporain, avec toute sa créativité et ses propositions qui sont diverses,
pas tant parce qu'elles se ressemblent un peu, mais il y a une richesse, on peut le dire créativement, en termes de game design, depuis 30 ans, 50 ans, il y a quand même une vraie richesse qui s'est installée. Il me semble que c'est un bout de culture qui reste créatif, le fait que ça se démocratise. Peut-être il y a de plus en plus de gens qui vont commencer à se poser des questions. En fait, statistiquement, il y a des gens qui vont avoir envie de le regarder autrement. Tu vois, c'est un peu ce que tu essayes de dire, non? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je ne suis pas persuadée que ce soit Ouais. ça. Non, je veux pas. Je suis désolée. Ok, bah non, Je pense que c'est plutôt je sais pas si c'est la démocratisation qui fait que les gens se posent, il y a plus de gens et donc on se pose plus de questions. Je pense que c'est plutôt lié à l'évolution du secteur, c'est-à-dire que plus on fait des produits, plus il y a de la croissance, plus on fait des jeux qui sont des produits parce qu'il faut les vendre, qu'il y a une profusion d'offres. Donc, on a tendance à faire des produits qui sont de plus en plus similaires, contrairement à ce qu'on pense. La plus grande production crée pas de la plus de diversité. C'est pas du tout c'est pas aussi automatique que ça, même parfois même le contraire. Et je pense qu'en réaction, il y a des personnes qui n'ont pas qui se perdent là-dedans, ça ne correspond plus à des attentes en fait, et qu'en réaction, on a envie d'aller rechercher autre chose en fait. Je pense que moi je le sentirais plus comme ça. Donc ce serait, ce serait en deux étapes. C'est une étape où il y a progressivement des choses qui se ressemblent et du coup, après, comme une révolution un peu du jeu de société. Ouais, je pense que c'est plus des événements en rupture. J'aurais tendance à dire ça. Moi, je pense qu'il faut qu'effectivement, il existe des propositions significatives, des vrais jeux radicaux qui vont ouvrir la fenêtre d'Overton en fait, sur le fait qu'il peut exister des jeux comme ça. Et si certains de ces jeux, ils commencent à avoir peut-être un retentissement commercial un petit peu conséquent, ne serait-ce qu'un peu, dans ces cas-là, il va commencer à se passer quelque chose dans le milieu de l'édition où les éditeurs vont être moins frileux à peut-être éditer ce type de jeu d'expérience. On le voit déjà par rapport aux jeux engagés, où on voit des auteurs-autrices qui, il y a quelques années, peinaient à signer ou à proposer des jeux où on pouvait déforester l'Amazonie, etc. Là, maintenant, il y a des éditeurs qui sont un peu plus réceptifs. Depuis que, par exemple, Daybreak a eu le Spiel des Jahres, ça a dû sans doute aider. C'est un ensemble de facteurs. Le milieu, il évolue. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Paul Gara. Le milieu évolue et c'est peut-être à un moment, il y a cet effet de saturation, en fait, des jeux qui fait que, par réaction épidermique, dans ce bouillon de culture, il y a ça qui a envie d'en émerger, peut-être de manière un peu... Voilà, quoi. Oui, je pense que c'est des éléments de rupture beaucoup qui expliquent ça, mais... Est-ce que ça répond à ta question? Oui, parfaitement. Cool. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait quelque chose à dire? J'avais vu une réflexion par rapport à la slide sur Amabel Hollande, qui reprenait la distanciation brechtienne. Et en fait, je m'étais dit que c'était assez marrant parce que du coup, la distanciation de Brecht, c'est mettre le spectateur en spectateur et donc le rendre actif dans ce qu'il va voir. Et j'ai l'impression que dans le jeu de société, pour créer cette distanciation, on va être dans l'inverse. On va lui faire prendre du recul pour qu'il ne soit plus que acteur, mais qu'il soit aussi dans la passivité et la réflexion pour recevoir. Et je trouvais ça drôle que pour la même notion de distanciation, selon le média, on doit presque faire l'inverse. Voilà, c'était juste ça. Ouais, mais je pense que c'est aussi la partie qui s'est liée vraiment. Enfin, quand on a souvent ce débat avec Henri, et demain on l'aura, et on va pas du tout être d'accord. Je pense que dans la plupart des autres médias, la littérature, le cinéma, le jeu vidéo, le produit, je vais utiliser le mot produit qui est pas très beau, mais le produit est fini. Le livre ne va pas changer, on ne va pas changer le texte. Le cinéma, le film a été monté, on ne changera pas. Le jeu vidéo, tout a été codé. Dans le jeu de société, en fait, si les joueuses, on a eu la discussion tout à l'heure, si les joueuses, elles ont envie de changer la règle, elles changeront la règle. On a eu le même discours. On a joué à un jeu, il y avait un point de règle que j'avais pas parce que j'écoute pas très bien, j'écoute pas très sérieusement. Bon bref, moi je pensais qu'on n'avait pas le droit de faire un truc, en fait on avait le droit de le faire. Et je dis c'est nul, ça, c'était vachement mieux qu'on puisse pas le faire. Et donc Audrey me dit bon, on a le droit de le faire. Je lui dis on s'en fout, on n'a qu'à dire qu'on n'a pas le droit de le faire. Après tout, est-ce que Phil Walker Harding qui habite en Australie va venir chez moi débarquer en me disant t'es mignonne mais là t'as changé tout mon jeu, ça va pas. Et en fait je pense que c'est la grosse différence, c'est que le jeu il est fini que quand les joueuses y jouent. Et donc on a beaucoup plus de pouvoir que dans les autres médias. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas... Alors oui, complètement, mais le jeu vidéo permet ça aussi. Il y a beaucoup de jeux vidéo qui permettent de détourner les règles. Par exemple, tout ce qui fait un speedrunning, etc., on détourne les règles de l'objet. Oui, mais tu peux pas t'altéreras pas le contenu même, en fait. Je
je sais pas comment le dire. Oui, après, tu as aussi tu peux modder, etc. Enfin, créer des modes et des rajouts dans certains jeux. Ça ouvre peut-être plus de souplesse. Mais j'ai quand même l'impression que le jeu de société, tu peux même prendre tout ton matériel et faire un autre jeu avec. Il y a une liberté. Enfin, on a tous vu des enfants faire ça, prendre un jeu et jouer à autre chose, en fait. Et je pense pas que, un livre, on pourrait s'amuser à découper les mots et réécrire un autre livre, mais ce serait pas. C'est ce que vous allez surréaliste. Hein. Voilà, mais en fait, c'est pas le même. Je trouve que c'est pas le même rapport. En fait, on n'a pas le même investissement, et c'est pour ça que l'histoire du fait d'être spectateur. Oui, effectivement, ça change beaucoup la position qu'on a par rapport au médium, quoi. Moi, pour essayer de répondre un petit peu à ta réflexion. Parce que moi, je l'ai pas fait. C'est pas ce que je dis. C'est ma réponse personnelle, s'il te plaît. Comment dire C'est plus ce qu'il veut dire. Mais voilà, tu m'as perdu. Bravo, merci. Non, qu'est-ce que je veux dire ? Oui, qu'en fait, je pense que chaque média a ses propensions, a ses endroits où il est fort, ou d'autres non. Le cinéma, la littérature, il peut être fort pour l'engagement émotionnel dont on parlait tout à l'heure, pleinement. Le fait de proposer souvent, que le jeu de société soit bâti sur des systèmes, pour moi, c'est là où il est fort. C'est ce que dit Amabel Hollande aussi, hein, mais voilà. Et donc, je crois que c'est ça aussi que... En fait, on a besoin de contrecarrer certains effets. Comme tu dis, Brecht, il a dû contrecarrer ça dans le théâtre parce qu'il voyait que c'était un problème pour lui pour arriver à transmettre son propos. Je pense qu'il faut qu'on tienne compte de ce qu'est maintenant le jeu de société. Et il n'y a pas qu'une seule forme de jeu de société. Là, depuis le début de la conf, on semble parler du jeu de plateau, du jeu de société de manière un peu large, mais il y a des jeux de simulation, il y a des jeux plateau-cartes, il y a des jeux abstraits avec seulement quelques cartes, il y a de multiples formes. On peut même rentrer le jeu de rôle dans le jeu de société. Voilà, donc le jeu de rôle, en fait, en soi, c'est de l'expression émotionnelle, très peu de réflexion, de prise de distance systémique, très peu d'abstraction, on est dans l'extrême inverse. Donc c'est difficile, à mon sens, de faire des généralités là-dessus. Il peut y avoir beaucoup de systèmes aussi dans le jeu de rôle. Il peut, mais il y a beaucoup de jeux où il n'y en a pas. Et il me semble qu'ils se sont extraits du wargame justement pour valoriser la narration devant la simulation. C'est la spécificité du jeu de rôle. En évolution aussi. Hein. Enfin, en vrai, on le voit aussi. Hein. L'évolution du jeu de rôle, elle suit aussi suit ça. Enfin, la narration, c'est pas les premiers jeux de rôle, ils sont quand même non, simulationnistes. Je suis d'accord avec ça. Il y a une grosse évolution du jeu de rôle qui va vers la narration plus que la simulation, je suis d'accord. Donc chacun de ces types de jeux, en fait, il a ses propres facilités. Lui, on sait que le jeu de rôle, il va plus vers l'expression émotionnelle, personnelle. Et donc si ça correspond pas à ce qu'on veut porter par ça, oui, on va casser certains de ces effets-là d'une manière ou d'une autre. Pareil pour les jeux de simulation, les jeux systémiques, on va essayer de les casser pour mettre plus d'émotionnel si c'est ce qu'on a l'intention de faire ou pas, etc., etc. Je pense vraiment qu'il faut voir les trucs dans son contexte à chaque fois, il me semble. Une autre question ou pas? Sinon, c'est pas bien grave parce qu'en vrai, on est arrivé au temps, à la limite du temps, mais vu qu'on ne nous presse pas trop par ailleurs parce que l'animation, ils sont là, je ne sais pas. Si on a une dernière question, n'hésitez pas. Voilà. Une fois, 2 fois, 3 fois. Okay. Merci à vous tous Merci et tous beaucoup pour votre écoute. Voilà. Et bonne fin de journée.